Non, mais... Pourquoi faire? Non, je suis là incognito. OK, alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du groupe d'usagers Microsoft 365 de Montréal. Ce soir, on a une rencontre quand même assez cool parce qu'on a plein de conférenciers. Vous allez rencontrer des superstars, même une superstar qui nous arrive directement de la Belgique. Salut! Donc, on va vous les présenter au cours de la soirée. Nico? Comme à l'habitude, tu dis le mot de bienvenue. Bienvenue! Bienvenue, c'est bon. Donc, ce soir, c'est un retour sur le Ignite, donc la conférence de Microsoft. Vlad, qui est ici à côté de moi, il a eu la chance d'être là. Il va nous en parler un peu plus tard en détail. Je veux juste vous partager quelques diapositives que Microsoft nous a demandé de partager. Je ne veux pas prendre trop de temps sur la présentation pour permettre à tout le monde de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu ou partager leur coup de cœur à propos du Ignite. Donc, j'y arrive. Pendant le Ignite, il y a eu pas des compétitions, mais il y a eu Microsoft Learn a fait une promotion d'aller voir des capsules, puis d'aller apprendre. Puis quand tu vas voir un certain nombre de capsules, tu peux avoir des coupons d'examen gratuits. Fait que Vlad, tu peux en parler un peu? Es-tu au courant de ça? Oui. Dans le fond, c'est des modules Microsoft Learn, puis il y a une liste de 7 ou 8 examens. Ce n'est pas tous les examens comme Ignite d'avant. Avant, tu pouvais faire ça, puis tu pouvais choisir n'importe quel examen. Maintenant, tu as vraiment une liste de 7 ou 8 examens que tu peux faire, dépendamment du challenge que tu fais. Les challenges sont quand même assez rapides. Pour vrai, si tu connais bien le contenu, tu peux scroll down, skip, mais tu as des questions à la fin. Il faut que tu réponds aux 3 questions à la fin pour pouvoir le compléter. Fait que si tu sais tes affaires, ça va être facile. Sinon, ça peut être long. Okay. Mais c'est ça. Découragez-vous pas si vous voyez que le Learning Pad prend 8 heures. Il y a beaucoup d'affaires qui restent de faciles, que vous faites, OK, ça, je le sais, je vais répondre aux questions, puis je finis le 3 heures en 15 minutes. OK. Fait que ça, c'est le Microsoft Cloud Skill Challenge. Fait que vous pouvez aller sur aka.microsoft.ms/ignite.csc qui va vous amener l'information pour aller faire le challenge. Si ça vous tente de faire des examens de certif gratuitement. Oui, Nico? Juste pour ajouter et faire du pouce sur Learn, vous le savez tous probablement déjà, mais pour rappel, on a tout basculé sur Learn maintenant en termes de certification. Donc, il n'y a plus l'ancien module de certification, les supports de cours sont plus téléchargeables à côté. Tout est disponible directement en ligne sur Learn. Donc, si vous voulez avoir du contenu, tout est là, tout est sur Learn. Les slides que nous, en tant qu'MCT, on utilise, le contenu est quasiment tout entier sur Learn. Donc, tout entier. Oui, c'est ça, tout entier. Il n'y a pas de quasiment. Donc, vous ne cassez pas trop la tête. Si vous cherchez du contenu pour apprendre, c'est là qu'il faut aller. C'est exactement ce qui est présenté là avec le lien sur Microsoft Learn et finalement Learn Live. Il y a aka.ms/learnlive-ignite-2022 ou aka.ms/learnlive où vous allez retrouver plein de sessions qui sont avec les sous-titres aussi dans les différentes langues qui vont nous permettre de pouvoir lire ou écouter, même je pense qu'ils ont traduit la voix dans certaines des sessions, ou il y a certaines des sessions qui sont dans les différentes langues qui sont là. L'agenda de la soirée, on a fait le mot de bienvenue, on a présenté des slides du Ignite. Notre ami Vlad va nous parler du Ignite en personne, il va nous parler des nouvelles de Viva et une annonce qui était faite d'une nouvelle version de Teams qui est Team Premium pour qu'on puisse savoir un peu ça va être quoi ce fameux Team Premium-là et qu'est-ce qu'il va y avoir à travers de ça. Ensuite, moi, je vais parler des sessions, des nouveautés Teams avec tout le monde parce que notre ami Gokhan connaît très bien Microsoft Teams, donc il va pouvoir nous parler un peu des nouveautés aussi. Christophe va parler des nouveautés Teams au niveau de la téléphonie. Laurent va nous parler de SharePoint, OneDrive, sécurité. Et Gokhan va revenir sur le Power Platform aussi, donc Power Apps, Power BI, Power Automate. Donc, vous avez une soirée pas mal chargée. On va essayer de s'en tenir chacun à environ
une 15 minutes. On n'entrera pas dans les détails, trop dans les détails. Peut-être pour notre coup de cœur sur le sujet qu'on va couvrir, on va rentrer dans les détails. Mais c'est plus à la fin, on va vous donner des liens où vous allez retrouver les sessions du Ignite qui ont parlé de ces sujets-là pour que vous puissiez aller avec plus de détails. Mais au moins, vous allez savoir les sujets et les grosses annonces qui ont été faites. Parlant d'annonces, Nico, il a entendu parler d'une annonce qui a très aimé cette semaine ou qui voudrait nous en parler, l'annonce de... Ben, tu peux en parler tout de suite si tu veux. Non, on verra s'il reste du temps. S'il reste du temps? Non, mais l'actualité cette semaine... Il nous allume. Non, mais j'avais dit s'il reste du temps parce que je ne veux pas prendre le temps sur les autres. Vous avez remarqué, moi, je ne me suis même pas proposé comme speaker ce soir. Je vais juste tanner les autres, c'est tout. Donc, l'annonce qui a été importante cette semaine, c'est quand même Musk qui prend le contrôle de Twitter. Qu'est-ce que ça a comme impact? Pourquoi c'est tellement important? Donc, c'était juste revenir sur cette partie-là. Je fais un peu de teasing, on en parlera à la fin, on prendra 10 minutes juste pour parler de cette partie-là. OK. Puis ça se peut qu'on étire jusqu'à 8h30 ce soir, là, parce qu'on a beaucoup de sujets. Fait que si vous voulez vous coucher tôt... Oh non, c'est vrai, il faut partir vite. OK. On ne peut pas dépasser le 8 heures. Donc, on va essayer de tout rentrer ça. Premier conférencier, Vlad, vas-y, c'est à toi. Parfait, mais Serge, peux-tu me mettre présentateur comme ça? J'ai mon écran. Ça irait peut-être bien. Hein? Vous pouvez même utiliser le podium, hein, c'est pas plus cher si vous voulez. C'est quoi? Vous pouvez même utiliser le podium, c'est pas plus cher si vous voulez. Non, c'est correct. La caméra est en arrière. Fait qu'en tant que présentateur, je vais être plus proche de la caméra. C'est pour ça que je suis en arrière. C'est beau, Vlad. There we go. Je vais partager mon écran. Juste pour dire à tout le monde, j'ai comme mal lu un peu le message de Serge qui a dit préparez vos coups de cœur. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 59 slides. C'est là qu'il faut apprendre à écouter Serge. Mais bon, ça c'est un autre détail. Fait, vous allez voir, je vois un peu vite dans les slides, mais vous y avez tout accès après. Je pense que Serge va les mettre sur Meetup. Fait, vous pouvez les mettre là. Bon, Ignite en personne, je pense. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui était Ignite à Seattle? Non? OK. Ignite à Seattle, c'était différent. Premièrement, pour parler un peu, c'était quoi? C'était un événement hybride. Donc, on avait à peu près 4500 personnes qui étaient là en présentiel à Seattle, dans le centre de conférence. C'était quand même une grosse conférence quand on y pense, 4500 personnes. Là. Mais pour Ignite, c'était beaucoup plus petit. Quand on y pense qu'à Orlando, il y avait 30-40 000 en personne. Là, tu vas juste à 4500. C'était plus petit. Mais il y avait 200 000 personnes qui écoutaient live online. Donc, l'impact, dans un sens, pour Microsoft, était beaucoup plus gros. J'étais quand même... Qu'est-ce que j'ai fait, Serge? Là, c'est pour la caméra. Bon, j'étais quand même assez chanceux. J'ai été invité pour donner 2 sessions sur Teams. Une qui parlait de la gouvernance, puis un peu un Ask the Experts. Pour vous montrer quelques photos. Puis je vais être honnête avec vous, c'était vraiment différent. Tu sentais que quasiment c'était pas un événement Microsoft. Même la keynote, Satya l'avait fait de Redmond à place d'être à Seattle. Fait qu'il était à 30 minutes d'auto de où est-ce qu'il y avait la conférence, puis il la donnait en live, puis il y avait un peu tout le monde qui écoutait ça sur les TV. Fait que t'avais des grosses TV partout, avec des speakers où tu pouvais avoir des écouteurs, puis le monde l'écoutait là. Silent party. Oui, c'était un peu ça. Mais ça, on est silent toujours, là, parce qu'il y en avait sur les speakers. Mais oui, fait que ça donnait un peu le ton à l'événement que Microsoft n'était pas là. Il n'y avait pas de booth de sponsor. Il n'y avait pas de sponsor hall comme on est habitué. Il y avait quelques sponsor rooms, des gros sponsors comme AvePoint, Jabra, tout ça. Mais ils n'avaient pas le droit de donner aucun goodie. C'est dans les règles, cette année, ils n'avaient pas le droit pour être plus écologique. Fait qu'il n'y avait pas de T-shirt, il n'y avait pas... Toutes les choses qu'on ramène à la maison, qui font partie de la conférence, n'étaient pas là. Il y avait quand même du monde de Microsoft qui était en personne. Il y avait Jeff Teeper
qui était là, par exemple. Il y avait Scott Hanselman, il y avait quand même du monde Microsoft. Vu qu'il y avait moins de monde à présentiel, ils n'étaient pas sur des gros stages en avant. Ils étaient vraiment à 3 pas de l'audience. Fait que ça, c'était quand même cool pour les speakers qui étaient là en personne. Mais encore là, c'était des sessions de 30 minutes plus de discussion. Il n'y avait aucune session technique qui était en personne. Le seul genre de session qui était en personne, c'était un peu comme les table topics, où est-ce que les attendees se parlaient entre eux. Puis même, moi, j'avais pas de micro, par exemple, pour vous donner une idée, vu que c'était tellement proche les places un des autres. Là, fait que c'était quelque chose. Fait que c'était pas mal ça pour Ignite. Ils ont déjà annoncé les dates pour l'année prochaine. Je ne me rappelle pas par cœur, mais je pense que Est-ce que ça va être le même format? ça va être le même format. Ah ouais. Fait Moi, que- j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Is it worth it? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre un avion, prendre un hôtel et de prendre $2 000 d'entrée Ignite pour ça? Si tu as du budget à brûler, ça vaut toujours le coup. Mais Non, ça vaut pas le coup. Si tu as du budget à brûler, c'est que tu as de l'argent à dépenser. oui, Mais ça vaut pas le coup. mais pour vrai, tout Ok, t'as répondu à la question. tout dépend de qu'est-ce que tu veux tirer de Non, mais tu as ça. répondu à la question. Ça vaut pas le coup. Mais il reste quand même une Ouais. partie networking qui est là. Exactement. Il y avait des tables pour Ask the Expert, des choses Ouais. comme ça, quand même. C'est plus que Tu peux avoir de la consultation. Networking, c'est plutôt si tu as des questions directes à poser sur ton projet, tu y vas. Ouais. Mais Même même- le networking, c'est de parler de ton projet avec la Mais même, même le Ask the Expert, c'était hybride. Fait que le Ask the Expert, c'était Tu pouvais hybride. poser quand même des questions. Tu avais l'expert qui était là devant toi, mais il était aussi connecté sur Teams. Puis il prenait moitié des questions dans l'audience, puis moitié sur le chat dans Teams. Imagine combien ça coûte moins cher à Microsoft de faire ça que le gros. Ouais. Ça, c'est Vincent qui doit répondre à ça, là, en étant à la personne Ouais, mais Microsoft. Mais Organiser un événement, c'est pas juste le nombre de personnes, c'est une logique d'échelle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes à partir duquel ça devient moins cher. Là, à mon avis, ça devient plus cher parce qu'il y a moins de monde. Pour ça, Nicolas, Peut-être. louer un stade là, pour faire les présentations globales, ça coûte une fortune. Là. Ouais, mais le stade, ça fait longtemps qu'ils en ont plus. Ah ben, pas depuis le COVID, mais avant ça, quand il était 30 000, il fallait faire la présentation générale C'était bien avant la dans COVID. les arénas. là. C'était bien avant la COVID. OK, ben, on a couvert le sujet. Next, Viva. bon, Viva. Avant de parler Viva Ignite, n'oubliez pas, il y avait un événement le 22 septembre qui était un peu juste avant Ignite, qui était un événement 100% Viva, où est-ce qu'on a eu plein d'annonces. On a eu le Leadership Corner puis Viva Answers qui vont être dans Viva Engage. Ils ont annoncé la nouvelle expérience de Viva Connection qui va être un peu le homepage de toutes les Viva. Ils ont annoncé Viva Pulse et Viva Amplify, puis aussi People dans Microsoft Viva. Fait on a eu toutes ces annonces-là juste avant Ignite. Fait que c'est sûr que les annonces Viva Ignite sont un petit peu plus petites, un petit peu plus Ben, light. si on récapitule là-dessus, si tu retournes, Vlad, le Viva Engage, en fait, c'est Yammer dans Viva. Le Viva Connection, c'est SharePoint dans Viva. Le Viva Pulse, Ça, c'est nouveau. c'est quoi? Viva Pulse, mais je vais laisser Nico, vu que c'était lui qui était supposé parler de Viva. Faut le faire travailler un petit Non, mais peu, Nico. Pulse, c'est le même moteur que Yammer. C'est juste réutilisé et connecté grâce au temps. C'est-à-dire que là où Yammer, dans la partie Yammer, est toute seule et permet d'avoir juste les actus Yammer, Pulse va être beaucoup plus large parce qu'il s'appuie sur le temps. Donc, il va Donc, montrer c'est un- les actualités SharePoint, c'est les un- actualités Teams, les actualités. C'est un méga moteur de Yammer. recherche. OK. Pulse, ça va être un méga moteur de recherche qui va permettre d'indexer et de renvoyer les informations qui sont supposées intéresser l'utilisateur. Viva Amplify, C'est un peu la même affaire. C'est Amplify, ça va être comme une espèce de newsletter. Non, mais tu sais, le problème, c'est que tout le monde se regarde en souriant. J'explique à tout le monde, là. Parce que personne ne sait ce que c'est que cette style d'affaires. Sérieusement. ben, c'est pour ça que je posais. Non, mais c'est parce que je sais que nos auditeurs ne le savent pas, fait que je pose la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mois dernier, on a parlé de c'était quoi la vision par rapport à Viva. C'est qu'il faut prendre du recul. Vous ne fiez pas aux annonces par rapport aux produits. Pensez à c'est quoi la direction. Ok. Parce que là, tout ça, là, c'est juste pour vendre les produits qui vont servir à bâtir tout ça.
on est dans le legacy et on essaye de faire évoluer les produits pour les moderniser pour atteindre un objectif. C'est ça que fait Microsoft. Donc, ils essaient juste de recycler leurs affaires. OK, good. Vas-y, Vlad. Awesome. Bon, fait que là, si on parle d'Ignite, premièrement, pour les admins, il faut que je plug mon laptop, mais bon, pour les admins, ça va me forcer à finir en 15 minutes. OK. Pour les admins, on va avoir vraiment un Viva Admin Center. Pas vraiment un Admin Center, mais un Admin Page plus, où est-ce qu'on va pouvoir manager toutes les choses Viva. Fait que ça, c'est l'annonce globale. Après ça, si on va dans Viva Learning, première annonce, on va avoir des Learning Paths. Donc, les Learning Managers vont pouvoir faire une série de cours, dire, OK, pour être sécurité 101, par exemple, il faut que tu finisses ces 3 cours-là et on va pouvoir créer ça dans Viva Learning. Ça va être disponible avant la fin 2022. Pour avoir accès au parcours de Viva Learning, ça prend une licence Viva Premium. Oui. Ça ne vient pas avec les licences gratuites. Comment toutes les affaires viennent avec les licences premium aujourd'hui? Ouais. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Sauf Connections. Oui, même là. On a aussi des Learning Collection. Learning Collection, c'est pas mal la même chose, mais c'est fait par les usagers. Fait qu'un Learning Path, c'est quelque chose qui est fait par l'admin. Un Learning Collection, chaque usager va être capable de créer son propre Learning Collection ou le garder privé ou le partager avec ses collègues puis le recommander. C'est aussi disponible avant la fin de l'année. Des updates à l'application Viva Learning sur le téléphone. On va avoir une nouvelle expérience de homepage. Puis aussi, on va avoir des notifications parce qu'en ce moment, on peut assigner, moi je peux assigner un cours à Serge, mais Serge, il faut qu'il va dans Viva Learning. Il n'y avait pas de notification avant. Maintenant, Serge va avoir une notification. Hey, tu as un cours qui t'est recommandé que tu dois finir bientôt. Puis, tu peux aussi regarder les cours, surtout LinkedIn Learning, directement dans le app mobile. Puis, la recherche, ils disent qu'elle va être meilleure, fait qu'elle va peut-être commencer à marcher. Ce point-là, ça fait 10 ans qu'ils disent qu'ils vont. Ça peut pas être pire. La recherche, ça fait 10 ans. Ça peut pas être pire, donc c'est ça qui est bien. Oui, Non, mais voyons le positif. Nouvelle fonctionnalité dans la page admin, on va pouvoir voir les erreurs d'ingestion que quand Viva Learning essaie d'aller voir tous les providers, LinkedIn Learning, Pluralsight, Coursera, apporter tous les cours, on va avoir les logs sans devoir aller au support Microsoft. Fait que ça, c'est cool. On va pouvoir créer des learning paths. Puis on va aussi pouvoir donner des permissions à des cours, à des learning materials. Fait que je vais pouvoir dire, hey, ce cours-là, juste le monde dans les ressources humaines le voit. Comme ça, tu n'as pas d'erreur. Quelqu'un voit un cours, il clique dessus. Ils n'ont pas la licence, ils ont access denied, des choses comme ça. Si on fait un retour rapide pour ceux qui ne connaissent pas Viva Learning, parce qu'il y en a peut-être là, dans l'auditoire qui ne connaissent pas Viva Learning. Fait que Hey, pour eux, tu peux juste faire les nouvelles, je sais. Serge. Mais pour tout ça, c'est nouveau. Mais Viva Learning, c'est juste un module qu'on peut intégrer à l'intérieur de Teams qui nous permet d'avoir accès à des milliers de formations. Puis de pouvoir les visualiser. Puis comme Vlad a dit, ben, avec les nouveautés qui viennent d'être ajoutées, ben, ça va permettre de pouvoir en faire encore plus. Ce n'est pas encore un LMS, mais c'est un outil qui permet de publier des formations puis rendre des formations disponibles. Et les formations, ça peut être des formations créées à l'interne, mais aussi des formations qui viennent de fournisseurs externes. Microsoft est propriétaire de LinkedIn Learning. Fait que c'est une licence LinkedIn Premium. Tu as accès à toutes les licences de LinkedIn Premium, mais il y a des fournisseurs externes qu'on va pouvoir, comme Pluralsight, par hasard. Par hasard. Mais il y en a plein maintenant. On va même parler, annoncer une couple d'autres à Ignite. Surtout l'interne qui est intéressant. C'est de pouvoir produire son propre contenu. Produire son propre contenu. En parlant de désintégration, on va avoir Viva Learning va être assez intelligent pour dire, hey, Serge, il y a 4 heures de cours qui doit finir cette semaine. Dans l'email qu'on reçoit à chaque jour de Viva Insight, ça va dire, hey, il faudrait que cette semaine, tu te réserves 4 heures de cours pour l'apprentissage, vu que tu as 4 heures de cours assignées à toi. Puis aussi dans Viva Connection, dans la nouvelle expérience maison, on va voir
hey, tu as des cours qui sont assignés à toi qui sont juste cette semaine. Si tu as ajouté Viva Learning dans le tableau de bord, bien entendu. Il faut que tu fasses partie du Mais dashboard. Insight, Soit je dans pense le que c'est tableau par de bord. défaut. Oui, mais dans le connection, il faut que tu Ouais. l'aies ajouté dans le Déjà, tableau de bord. il faut avoir créé le dashboard de Ouais, connection. ouais. Fait que Viva Connection, c'est l'expérience SharePoint. En fait, c'est que tu vas être capable de définir un site SharePoint. Tu vas pouvoir le présenter à l'intérieur de Teams. Et dans cette page-là, il y a un outil qui s'appelle Dashboard, un tableau de bord, qui permet d'ajouter des portions pour voir les tâches qui sont assignées Sur le home site. sur le home site. Ouais, sur le home site. Ça prend de définir un home site, ça prend toute l'affaire. Si vous voulez ça, c'est plus compliqué que juste peser sur un bouton pour dire je veux avoir de la connexion. Pourtant, je pensais que c'était un bouton. Mais ça s'en vient plus facile. Ouais. Ça s'en vient plus facile. Intégration avec SAP SuccessFactors. Ça, c'est une grosse affaire parce que surtout Microsoft l'utilise en interne. Fait que maintenant, il y a Single Sign-On, In-App Playback, si tu as des permissions dans SAP, ils vont être disponibles dans Viva Learning, puis tous les Learning Pads de SAP SuccessFactors vont être automatiques dans Viva Learning. Il y a eu beaucoup d'annonces sur SAP. Oui, il y a beaucoup d'amour entre Microsoft et SAP. L'association de Microsoft qui a été annoncée il y a 2 ans avec SAP et Adobe commence enfin à porter ses fruits. On commence à vraiment voir des affaires arriver. Dans Power Automate, je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y a une couple d'affaires super intéressantes qui arrivent. Enfin. Puis, attends un peu. Vous avez dit que je vous ferais chier. 4 autres, oui, c'est correct. 4 autres content providers qu'on peut apporter leur contenu dans Viva Learning. LMS 365, SumTotal, Udacity et KPMG. C'est pas mal ça pour Viva Learning. Si on va au favori de Nico, qui est Viva Engage, aussi connu sous le nom de Yammer. Monsieur Yammer. Storyline est maintenant available à tout le monde. Fait que si vous l'enablez dans le admin de Yammer, tout le monde y a accès. Les stories qu'on a vues depuis Inspire, je pense, depuis le mois de juillet, vont être disponibles bientôt, mais ne sont pas encore là. Puis si vous ne les voyez pas en tant qu'un admin, il faut qu'il s'en va les turn on ces features-là dans le admin center. Ils sont on par défaut présentement. Le storyline, Storyline, yeah. OK. Les scénarios en français. Storyline, Ouais, c'est Les scénario. scénarios en français. Comme YouTube qui vient de l'activer par défaut cette semaine sur la page principale aussi. Tout ce qui est shorts. Ils ont installé shorts chez YouTube. Ah bon? Et tout ça dit, c'est pour quand le dev de Yammer? Non, donc ils vont On se tuer. demande à Parce que Nico. moi, j'attends avec impatience qu'il le tue, ce produit. je pense pas qu'il est là pour mourir parce qu'il recommence à lui donner de l'amour. Donc, Non, mais ils ne peuvent pas le tuer. mais non. Parce que c'est la base du social network management. Mhm. C'est le graphe qui est utilisé en arrière. Pour en passer, j'espère bientôt, Monsieur Graff. J'ai pas de commentaire à faire. J'ai rien à dire. Ils ne peuvent pas tuer le produit. Ils vont changer l'interface, moderniser, mais ils ne peuvent pas tuer le produit. On va voir. On va voir le storyline ou les scénarios dans Viva Connections. Je ne savais pas que c'était ça en français. Fait qu'on va les voir dans le feed sur l'app modèle ou si vous l'avez dans le dashboard aussi. On va pouvoir le mettre à jour directement dans Outlook. Fait qu'on va avoir un bouton pour faire un update dans notre storyline, dans notre scénario. C'est vraiment bizarre. Directement dans Outlook. Puis, il va y avoir aussi des premium experiences pour Viva Engage. Fait qu'on va pouvoir, surtout pour les grosses entreprises, faire un post pour notre boss, par exemple, parce que La délégation. la délégation manage leur post dans le Leadership Corner, puis aussi avoir des statistiques niveau personnel et organisationnel. Il y a une couple de ces fonctionnalités premium-là qui sont disponibles aujourd'hui en preview. On a les Conversation Insights qui sont là aujourd'hui. Tout le monde y a accès. Et le Storyline Digest. Mais ça, ils vont être premium quand ils vont sortir de preview. Il y en a une couple, par exemple, le Custom Cover Photo. Pouvoir mettre une photo de profil un peu comme le header Facebook ou Twitter qui va être premium, que pour moi, ça ne fait pas de sens. Là. Très sincèrement, sur tout ce qui est premium, il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que ça va encore changer.
Ça va encore changer. Là. Sûrement. Mais c'est du licensing, ça change à chaque Ça va année. changer. Chaque 1er juillet, ça change. Mais... Il ne faut pas se focaliser Ça, c'est- là-dessus. Ça va changer. Mais pour avoir ces fonctionnalités-là, vu qu'il n'y a pas de licence Viva Engage, il faut que tu aies la licence de Viva Suite au complet pour avoir ces fonctionnalités-là. Bon, Viva Insights, une affaire qui est vraiment cool, après les réunions de 5 personnes ou plus, il va y avoir un service screen. Par exemple, Serge a fait une réunion, puis il dirait c'est quoi qui a rendu ce meeting un succès, c'est quoi qui l'aurait fait mieux, comment est-ce que ce meeting-là a été utile. Puis après ça, en tant qu'organisateur, tu peux vraiment voir hey, c'est quoi que je peux faire de mieux la prochaine fois pour que le monde aime plus mes meetings. Fait. C'est des questions automatiques ou on va pouvoir Automatique. gérer nos questions? Le scénario. C'est une des questions qu'on pose le plus en Europe, c'est un, est-ce qu'on peut le désactiver? Deux, est-ce qu'on peut modifier les questions? Mais tu peux ne pas payer Viva Insights, puis c'est Oui, désactivé. C'est Parce désactivé que par dans défaut. Teams, quand tu fais des réunions simples, tu as aussi des Ouais. questions qui apparaissent. Et c'est une des questions, est-ce qu'on peut modifier ça? Et par défaut, Pas encore. Pour tout de suite, c'est automatisé. Ouais. Probablement que ça va changer éventuellement, qu'on va pouvoir mettre nos questions. Pas de chance, mais Viva Insights ne doit pas être très populaire en Europe, la version premium. pas du tout. Pas du Je ne pense pas que ça a été fait pour l'Europe. On a aussi quelque chose de cool. On va pouvoir avoir des dashboards sur les catégories de meetings. Donc, si dans Outlook, on met quel genre de meeting on fait, on en ajoute une catégorie. Après ça, tu es capable de voir, OK, je passe tant de temps dans les réunions clients, tant de temps sur les one-on-one. Et tu es capable de voir si les heures que tu passes dans des meetings correspondent à tes objectifs. C'est un nice dashboard pour voir est-ce que je passe trop de temps dans des meetings que je n'ai pas besoin. Le focus, on l'a déjà dans Insights, mais on va pouvoir avoir un focus mode dans Teams. Fait qu'on va pouvoir dire, hey, je dois faire cette tâche-là, mets-moi 60 minutes avec des breaks à chaque 20 minutes. Il est déjà disponible dans Teams. Oui. Mais ça, je pense que c'est generally available maintenant. Les praise dans Teams, ça se fait au début de l'année, on pouvait avoir des custom badges. Après ça, ils ont dit plus de custom badges, juste les badges par défaut. Maintenant, ils ont dit plus de badges du tout, on va faire des emojis. Fait qu'on va pouvoir choisir plein de emojis. Mais l'affaire la plus cool, c'est on va pouvoir notifier d'autres personnes. Fait peut-être je peux dire à Gokhan, hey Gokhan, tu as fait un super bel job sur le client, mais Serge n'est pas dans le channel Teams où j'ai fait ça. Puis Serge, c'est le manager de Gokhan. Je peux un peu cesser Serge comme ça. Serge, il voit toutes les belles choses que Gokhan fait pour tout le monde. Ça vient pas moteur de gamer. Quoi d'autre? Quiet time. Ça, c'est une affaire pour vous, les Européens. c'est quoi? On va pouvoir mettre notre quiet time dans Viva Insights, puis ça va automatiquement disable les notifications Teams et Outlook sur mobile de les heures qu'on veut ou les jours Ça qu'on va quand même veut. être super cool. Non, c'est quand même super cool, mais je viens de Gokhan. Moi, le premier, c'est le temps le Tu es soir. capable de dire ton vendredi après-midi, tu as toujours du travail à faire, tu ne veux pas faire déranger, ou le lundi matin, puis le mercredi matin. Ouais, puis ça, c'est vraiment tu fais pas Et déranger. puis les feedbacks, ça, c'est vraiment. Puis tu peux le faire soit les usagers eux-mêmes ou les admins peuvent faire que, par exemple, il n'y a pas de notification mobile les week-ends. Puis ça aussi, je pense qu'il y a des lois en France, surtout maintenant, que tu ne peux pas forcer des notifications sur les usagers en dehors des heures de Et travail. Ils ont fait beaucoup d'études sur la santé mentale. Ils se sont aperçus que ça provoquait une espèce de stress. En fait, il y a deux features qui sont super importantes par rapport à ça. C'est la capacité de décaler les renvois d'emails. Par exemple, quelqu'un maintenant peut programmer un email qui va être envoyé le lendemain à 8h30. Plutôt que de répondre à un email et que tu répondes à 23h15, ton email il va être parti à 8h30. Parce que quelquefois, des collaborateurs reçoivent un email le vendredi à 23h15 de la part de leur boss et ils se disent Je dois répondre. waouh, je dois répondre. Donc, c'est vachement intéressant. Et dans les annonces Teams, ils ont annoncé qu'on va pouvoir faire des communications. Ah, ok, bien. Justement, merci Nico. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Outlook? On peut maintenant le faire dans Teams aussi. Puis l'affaire qui est cool aussi avec Viva Insights, c'est que j'écris à Nico vendredi à 11h du soir.
Viva Insights va me dire, hey, Nico commence la journée de travail lundi à 7 h du matin, parce que dans Outlook, Nico a dit qu'il commence à 7. C'est cool. Tu veux-tu le céduler à 7 h du matin? Ça, on s'entend que si on travaille tous dans la même ville, on sait que si je le mets lundi à 9, ça va être correct. Mais si je travaille avec du monde en Europe, en Asie, le fait que ça va me dire automatiquement, hey, c'est à telle heure, tel jour que cette personne-là commence, ça va quand même être. Alors, le jour est férié là-bas, ou machin. Ouais. Ça, c'est le fait quand même. Fait que ça va être vraiment cool. Puis, ouais, ils l'ont annoncé dans Teams que tu peux le faire par défaut, mais aussi une partie avec Viva Insights. Parce que ça provoque aussi une autre chose, c'est que si tu reçois un mail alors que tu n'es pas disponible pour le recevoir, ton mail, il passe à la trappe. Tu risques de l'avoir et de ne pas le traiter, peut-être de l'oublier. Ouais. Donc, c'est ça qui est super intéressant dans cette histoire. Viva Connections, on va pouvoir, pour le monde qui ont les licences de Field Worker, on va pouvoir mettre Viva Connections comme la première app dans Teams par défaut pour tout le monde qui a cette licence-là. Ça fait en sorte que dès qu'ils ouvrent Teams, ils vont un peu comme sur l'intranet, on va dire. Ils vont voir le dashboard à place de voir les chats, tout ça. C'est un peu une belle expérience pour leur donner accès rapide à leurs apps et tout ça. Ce qu'on rêve de faire avec Outlook depuis 2010. Exact. Avoir un Depuis Ça fait 2 ans que je le fais dans Teams avec une custom app, puis gérer des applications, l'ordre des applications. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En parlant de configurer Viva Connections, on a un nouveau bouton pour rendre ça plus facile. Fait qu'à place de devoir aller dans l'Admin Center, on a un bouton Edit pour le faire directement dans l'app. Des nouveaux cards, on va avoir Viva Learning, qu'on a déjà parlé, et Viva Topics. Fait que si on veut, on peut ajouter ces cartes-là, ces dashboards-là dans notre dashboard Viva Connections. Et pour rappel, vous avez plein de code qui est déjà disponible dans GitHub pour des cards, si vous voulez aller créer vos propres cards. C'est super intéressant. Puis pour une affaire qui, je pense, est faite plus pour les third party que pour nous, on va avoir les suggested cards. Donc, quand on ajoute des cards dans le dashboard, il va dire, hey, il y a ces options-là dans le store SharePoint si jamais tu veux acheter des third party. Cool, mais ouais. C'est juste que pour l'instant, ça serait cool qu'ils fassent la même chose dans Power Pages. Mais on va peut-être en reparler avec la plateforme. Il y a combien de Viva, Serge? Il y en a trop. Il y a trop de Viva. Viva, je me suis arrêté à Viva Las Vegas avec Elvis. Viva Topics, on va avoir un dashboard, surtout avec les analytics, voir combien c'est utilisé, c'est quoi qu'on peut faire pour monter l'adoption de tout ça dans l'entreprise. Ça va être disponible en 2023. On va avoir les Viva Topics cards dans les briefing emails de Viva Insights. Fait qu'on va avoir deux sortes d'actions dans les emails. Premièrement, tous les topics qu'on est listés comme experts. On va voir ça et va dire, hey, Vlad, tu es listé comme expert dans ce projet-là. Tu veux toujours l'être ou non? Fait que directement dans l'email, tu peux dire oui ou non. Puis tu peux aussi voir, par exemple, explorer des topics de l'entreprise. Si jamais tu es expert sur aucun, ça va t'en suggérer d'autres. Topics dans Outlook Desktop, c'est quelque chose qui était dans la vidéo d'annonce de Viva Topics, ça fait 1 an et demi, mais ça va enfin venir en janvier 2023. Fait qu'on va pouvoir voir les topics highlighted dans Desktop. Viva Connections, on en a déjà parlé un peu, puis dans Team Channel aussi. Fait qu'en ce moment, on peut voir les topics de Viva Topics dans les chats Teams, mais à partir de mars 2023, on va aussi les avoir dans les channels Teams. En 2 minutes, Nico, Topics, ça fait quoi? Topics, ça permet d'identifier les fameux mots-clés qui vont être ensuite automatiquement extraits comme dans un wiki des différents contenus. Pas seulement des pages, mais de tous les contenus, de tous les services. Donc, c'est un manage metadata super large. Merci. Ça marche en anglais, en français déjà aujourd'hui. Italien et portugais ont été annoncés Ignite. Puis japonais et chinois qui s'en viennent en 2023. Puis dans SharePoint, c'est une des premières qui a eu l'intégration,
Mais en ce moment, tout est automatique, même si on ne veut pas. Bientôt, on va pouvoir décider quels topics sont importants, lesquels on veut highlighter, puis lesquels non. Le dernier Viva. On a Viva Las Vegas fini. Prochaine fois, dis-moi que j'ai juste 15 minutes à l'avance. En fait, c'est 15 minutes Viva, 15 minutes Teams, tout ça. Intégration third party pour Viva Goals. Fait que Viva Goals, c'est une plateforme de OKR pour Objectives and Key Results, donc pour manager les projets, pour les objectifs de compagnie. Ça va être intégré avec Slack, Google Sheets et Jira comme third party. Puis aussi Power BI, Azure DevOps, Planner puis Project à l'intérieur de Microsoft. J'ai fini Viva. J'ai fait ça en 5 minutes, right? Presque. Parfait. La grosse annonce de Team, c'est quoi? On devrait peut-être pas voir s'il y a des questions. Dans Dans le chat ou ici, s'il y a des gens qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions à propos de Viva? À part, c'est quoi? Oui, Je pense qu'on a vas-y. pas mal couvert ça. Il y a une question? Question suivante. Il y a deux questions. 2 questions. Vas-y. Allez-y. Luc? Bon, bah, Oui. moi, je commence. Vas-y. Ben, allez-y donc. Excusez-moi, Ok, bon, j'y vais. Question bête, mais Viva, je m'y intéresse, mais c'est dur de tester tout ça. Est-ce qu'il y a un moyen avec une machine de démo quelconque, enfin, machine, on s'entend, où on peut tester un peu tous ces modules? Parce que le mettre en place dans ma prod avec tous mes utilisateurs sans mettre le bazar, je vois ça comme impossible. Voilà. Si quelqu'un a un tip, je suis preneur. Oui. Dépendamment de ton niveau d'accès, si tu es CDX Transform, tu as accès à des machines sur CDX Transform, l'ancien démo office.com, où tu peux starter directement une machine virtuelle avec, pas une machine virtuelle, mais Internet. Ouais, Internet, ouais. Internet, ouais, c'est ça. Je l'ai créé cette semaine, mais je ne l'ai pas essayé encore. Ouais. Quand tu es partenaire Microsoft, tu as accès à une place où tu peux monter des tenants. Et surtout, super intéressant sur CDX Transform, c'est qu'en même temps, vous avez accès à des documents qui vous permettent de suivre les scénarios. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé le mois dernier avec un scénario click-through, là, où vous allez dans toutes les différentes features. Mais là, en plus, tu as un document Word qui t'explique dans quel scénario aller, dans le tenant, etc. Utilisez-le au maximum, c'est vraiment super utile. Excellent. Merci, Nico. Luc? Oui, bonjour. Luc Jeté de Novex. Enchanté. J'ai exploré un peu Viva avec Viva et compagnie, là, à travers toutes ces petites bulles, ces icônes. Viva Learning, j'ai trouvé ça bien, mais le reste, j'ai trouvé que c'était des solutions qui étaient un peu des coquilles vides. Je ne trouvais pas que ça répond à réellement de besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rassurer que ce n'est pas juste une bébelle qu'ils ont inventée? Enlever des blocs de time pour être plus focusé. Je veux dire, il y a déjà des trucs qui existent déjà dans Teams pour enlever les notifications. Je me demande, est-ce qu'il va y avoir une évolution qui va répondre à des réels besoins ou c'est moi qui est en dehors de la traque? Là, ça arrive, c'est possible? Là? Moi, je trouve que oui, je vois Serge et Nico qui est dit à côté. Mais par exemple, Viva Insights, les affaires qu'on a le droit gratuitement sont un peu, comme tu as dit, des coquilles vides, right? Des emails qui me disent de réserver du temps, tout ça. C'est cool, mais personne n'a vraiment demandé ça. Si. Oui, mais... Si, pour vrai, les clients le demandent vraiment. Mais c'est un peu comme tout ce qu'ils font depuis... quand ils ont voulu moderniser SharePoint, okay? Ils ont pris un SharePoint server qu'ils ont mis sur une machine et puis ils l'ont ouvert avec OBS à l'époque. Ils ont transformé les services. Mais moderniser les applications, ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Il faut créer d'abord un logiciel et puis ensuite migrer les contenus et aller amener les utilisateurs dans ces logiciels-là. Toutes ces coquilles, c'est l'évolution d'Office. C'est ce qu'on disait il y a un mois, c'est une évolution majeure chez Microsoft. C'est vraiment majeur. Voyez pas ça comme quelque chose de juste tout petit, puis c'est énorme, Viva. Viva, c'est gigantesque. Oui, mais on pourra en parler. On en a parlé un peu lors de la dernière session. Puis termine quand même, excuse-moi.
Ben, je vais finir après s'il reste du temps, mais Ben, on a dit qu'on planifierait une session spéciale où on va parler pendant 2 heures juste de Viva. Là, la soirée, c'est de parler vraiment des nouveautés qui ont été annoncées au Ignite. On a déjà parlé beaucoup de nouveautés. Désolé si vous ne connaissez pas encore Viva. Oui, il y a certaines choses que c'est des coquilles vides, ça semble comme Vlad a dit, mais il y a des besoins au niveau des employés, au niveau des entreprises aussi, pour pouvoir gérer le temps, pour pouvoir gérer l'information, pour pouvoir publier l'information. Donc, c'est jamais moi qui ai dit que c'est des coquilles vides. Hein? Ouais. J'allais finir, là, tu Vas-y. vas couper en plein Vas-y, milieu. Vlad. Ce que j'allais dire, il y a plein de fonctionnalités plus dans le côté premium qui sont folles, les affaires que tu es capable de faire, les données que tu as. On n'a pas le temps d'aller dedans aujourd'hui, là. Mais pouvoir calculer, par exemple, le coût d'un meeting, tu es capable de faire ça avec Viva Insights, mettre un chiffre d'argent sur tous les meetings, voir pour une méga compagnie, voir, hey, Serge, il passe du temps dans les meetings qu'il y a d'autres mondes dans son équipe qui sont sur les mêmes meetings. Si Serge il serait meilleur à déléguer, tu pourrais sauver 180 000 par année, parce que ça, j'ai payé beaucoup. Fait que tu pourrais, ces genres d'analytiques-là que tu es capable de mettre l'argent sur toute la productivité dans l'entreprise. Puis, on s'entend que tu vois un manager, tu lui dis, c'est bon d'optimiser les meetings, ils vont faire, ouais, sure. Mais si tu lui mets un chiffre sur combien d'argent coûtent les meetings, puis tu donnes une liste de tous les meetings dans la compagnie par mois qui commence par le plus cher au moins cher, c'est là que tu vas vraiment voir le changement. Surtout avec les budgets qui descendent en 2023. Fait. C'est plus qu'une coquille vide, mais il y a beaucoup de configs à faire pour arriver à voir la vraie valeur de tous ces outils-là. En fait, ça peut paraître comme une coquille vide, Ouais, ça mais paraît, parce quand que- on regarde plus loin des scénarios, comme tu dis, mais une entreprise de 50 000 personnes, si on a des données qui sont capables d'évaluer combien de temps sont mis dans les meetings, combien de temps une équipe passe dans les meetings, comme tu dis, ils vont être Non, mais capables de entendons-nous sauver des que sous. c'est pas à l'IT de gérer la productivité dans une entreprise. Ouais. Donc, si ça vous semble être une coquille vide, c'est parce que pour l'instant, vous êtes focusé sur la technologie, alors que c'est pas la technologie qui est importante. Mhm. C'est l'usage qui va en être fait par les vrais managers de productivité. Oui. Et il faut les demander. Case close. C'est Ça la répond à la Merci, question un merci peu, beaucoup. Là, j'ai dit d'aller à la prochaine chose. Fait que Teams Premium. Teams Premium, c'est quoi ça? Teams Premium, ça va être une nouvelle licence, un add-on. C'est plus d'argent encore! Ça va être un add-on à Teams, dans le fond, donc il faut payer un extra, qui va nous donner accès à, au moins au début, 7 nouvelles fonctionnalités. Fait que la première, c'est des meeting guides. C'est quoi les meeting guides? C'est juste un bundle de meeting options. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas accès aujourd'hui. Mais on s'entend quand on fait un nouveau meeting aujourd'hui, même Serge, quand il a fait le meeting, Serge est un expert Teams, est-ce que tu vas dans toutes les options de Teams pour chaque meeting pour configurer qui skip le lobby, qui est capable de présenter, tout ça? Fait que c'est vraiment juste un template de meeting setting de Teams que l'admin est capable de faire. Puis en tant qu'usager, tu sais, OK, j'ai un appel client. Tu as déjà tous tes settings Teams préconfigurés. Y compris avec des scénarios déjà automatisés. Mais Scénarios, ça, c'est- questions-réponses, etc. Oui, Intéressant pour les clients. mais la majorité, je pense qu'ils vont quand même faire les leurs, mais oui, tu vas en avoir des préfaites. On va avoir aussi du meeting branding. En ce moment, on joint tous un meeting Teams. On a le beau background gris avec notre caméra. On est capable de setter notre micro, tout ça. Mais avec Teams Premium, on va pouvoir ajouter un logo. On va pouvoir ajouter un background. Fait on va voir tout le branding alentour des meeting Teams. L'affaire qui va pousser sûrement le plus de compagnies à payer pour Teams Premium, c'est les choses de sécurité. Fait on va pouvoir avoir du watermarking, que je ne connais pas le terme en français. Filigrane. Je ne l'avais pas deviné. Dis-moi ça, c'est quoi? Un filigrane. Il est belge, puis il ne sait pas, fait que je me sens mieux. Mais bon, fait imaginez sur un meeting Teams aujourd'hui, comme là, en ce moment, on va dire qu'on est dans un meeting super confidentiel.
Serge est capable de prendre un screenshot du meeting, le mettre sur Twitter, sur un compte anonyme, et on ne va jamais savoir c'est qui a pris le screenshot. Mais avec Teams Premium, je suis capable de mettre un watermark directement sur le contenu qui est partagé. Comme ça, je sais qui a pris le screenshot. On va avoir le end-to-end encryption. Puis, on va pouvoir ajouter des sensitivity labels directement à la réunion. Aujourd'hui, on est capable de faire ça au niveau d'un groupe 365 ou d'une Teams. Par exemple, je fais un team, j'ajoute des sensitivity labels confidentiels. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'ajouter des guests ou je n'ai pas le droit de le mettre public. On va avoir ce même genre de setting niveau réunion. Par réunion. Après ça, une affaire, une fonctionnalité, j'ai vraiment hâte de voir, le Intelligent Meeting Recap. Comme vous le savez tous, on a beaucoup trop de réunions à chaque jour et des fois, on est obligé d'en skipper. Mais on s'entend qu'écouter la réunion, un recording de réunion, c'est l'affaire la plus plate ever. Donc, qu'est-ce que c'est supposé faire? C'est supposé écouter la réunion puis générer les tâches pour toi. Fait que chaque fois que quelqu'un dit « Vlad va faire ça », ça crée une tâche pour toi, ça l'ajoute dans Planner, puis automatiquement, ça n'a pas besoin. Dans Viva Goals. Non, dans Planner. Dans Planner, non. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube maintenant, quand on regarde des vidéos, on a des chapters. Fait que par sujet de conversation, on a ça dans YouTube, on est capable de skip. Il y a déjà ça dans Stream qui était capable de le faire automatiquement, manuellement, mais là, ça va être fait automatiquement dans les recordings. Puis aussi, on va avoir des timeline markers dans le recording. Par exemple, chaque fois que quelqu'un dit Vlad, moi, je vais le voir quand moi j'écoute la réunion, je vais voir « Hey, ton nom a été mentionné là ». Serge y va, il va voir quand Serge a été mentionné. Fait que ça nous permet de vraiment passer moins de temps à regarder toutes les réunions qu'on a manquées. Puis aussi, on va avoir la recherche dans le transcript. Fait que ça, j'adore les promesses, mais j'ai hâte de voir à quel point ça va être bon. C'est juste en anglais ou en français éventuellement? Aucune idée. Ça va sûrement commencer en anglais. Ça va sûrement commencer en anglais, Ensuite, ouais. avec toutes les langues. Ouais. Mais le transcript en anglais, déjà, il est pas mal efficace. Oui. C'est ça, fait que peut-être. Oui, juste le transcript, mais là, d'aller créer les chapitres, de réussir à créer les chapitres, générer des tâches, puis tout ça, ça va être sûrement juste en anglais au début, mais éventuellement, ça va venir dans toutes les langues. En parlant de plusieurs langues, on va pouvoir avoir du live translation pour les sous-titres. Donc, moi, je peux parler en français et ça va être automatiquement en anglais les sous-titres. Puis c'est déjà là, c'est déjà disponible aujourd'hui, ça. C'est déjà. Ça va devenir premium. Exactement. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est disponible aujourd'hui gratuitement, mais vous allez le perdre si vous ne payez pas. Ça marche quand même bien. J'étais étonné. On peut une licence pour en avoir, déjà, c'est pas gratuit. Il faut avoir déjà une licence pour faire fonctionner le translation. Teams, c'est quasiment gratuit aujourd'hui. Fait que dès que tu as Teams, tu Ben, c'est peux gratuit aujourd'hui- quand tu payes pour une licence Microsoft 365. Exactement. Oui. Pour nous tous ici, c'est inclus. C'est inclus, c'est pas gratuit. Voilà. On va aussi avoir les Advanced Virtual Appointments. Donc, Microsoft investit beaucoup dans le B2C pour Teams, que ce soit pour des visites dans le domaine de santé, pour des réunions bancaires, tout Ils sont ça. obligés encore de supporter Skype à cause de ça. Exactement. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont cool maintenant. Surtout celle que j'adore le plus, c'est on va pouvoir join à partir du mobile sans l'application Teams. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans une réunion Teams sans l'application. Fait qu'on va pouvoir le faire. On va pouvoir avoir des reminders par texto. Encore là, vraiment utile pour le B2C. On va avoir une application dédiée pour l'entreprise pour voir toutes les virtual appointments qui s'en viennent. Puis, on va aussi avoir un custom waiting room dans lequel, par exemple, je peux chatter avec le monde qui attend pour avoir un appointment avec moi pour dire « Hey, je vais être en retard » ou « Hey, assure-toi que tu as ça » avant qu'on embarque dans le par vidéo. Beaucoup de ces choses-là, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, sont disponibles aujourd'hui dans le Bookings app. Je pensais que ça allait être tout premium,
Mais il y en a beaucoup qui vont être incluses dans les licences qu'on paye déjà. Par exemple, le Mobile Browser Join ou le Lobby Waiting Room vont être intégrés à tout le monde qui a une licence Teams. Jusqu'à ce qu'on ait un Booking Premium qui arrive. Non, je ne pense pas qu'ils vont rien enlever. Mais il va y avoir une autre colonne qui s'ajoute. Et c'est ça que je trouve dommage. Hein. C'est typiquement ce qu'il disait là tout à l'heure, les coquilles vides. Hein, au lieu de créer du premium, on aura pu rajouter ça sur Teams et améliorer l'expérience Teams. C'est typiquement des usages que j'aurais bien voulu voir aujourd'hui dans Teams et ne pas payer en plus pour les avoir. Ben, ça crée des discussions. Il faut payer pour les belles salles comme ça. Il faut que quelqu'un paye. Il faut quelqu'un paye pour les belles salles comme ça. C'est dommage, mais voilà, c'est très beau. Et la dernière, on va avoir les webinars avancés, fait qu'on va pouvoir avoir un registration waitlist, des automatic reminder emails, le virtual green room qui est un peu comme un lobby qui est parallèle au meeting. Tu es capable d'aller dans le lobby où personne ne te voit. Tu retournes sur le stage, ça c'est vraiment cool. Puis, un peu comme un mix entre les live events aujourd'hui, tu es capable de décider, OK, 3 personnes ont leur écran partagé, je pousse l'écran de Vlad. Après ça, j'enlève l'écran de Vlad, je pousse la caméra de Serge. Des choses comme ça. La vraie production. Ouais. Timeline puis pricing, on va commencer à voir les fonctionnalités. On commence déjà à les voir. Le live translation était le premier. Tout devrait arriver avant février 2023. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit repoussé à plus tard, comme toutes les annonces Ignite d'habitude. Il y a toujours des délais. Puis, ça devrait être à peu près 10 $ américains par user par mois. Fait autour d'aujourd'hui, à peu près 15 $ canadiens. Fait que ça risque d'être cher. Fait que j'ai fait ça en 20 minutes comme ça, je m'ai dit. Si tu enlèves tout le temps de Nico, je suis sûr que j'ai juste tardé 20 minutes. C'est certain, Vlad. Ben, merci beaucoup, Vlad. Est-ce qu'il y a des questions sur le Team Premium avant qu'on parle des nouveautés Teams? Good. Fait, quelques annonces. Moi, j'ai lu le courriel que j'ai envoyé. Donc, j'ai préparé les coups de cœur et quelques annonces au niveau de Teams. En fait, j'en ai listé plusieurs. Je vais aller juste les récupérer ici et je vais présenter. J'ai l'écran. Je les ai toutes mis dans la même diapositive pour pouvoir simplifier la vie. Donc, des annonces que Microsoft a fait, les envois de messages planifiés. Les envois de messages planifiés, ben Vlad en a déjà parlé, donc ça nous permet de pouvoir annoncer les annonces et pouvoir en parler pendant pouvoir décider à quelle heure, quand est-ce que le message va être envoyé. L'envoi des messages vidéo, c'est déjà rendu. Il y a des applications qui nous permettent de faire ça. Dans Teams, maintenant, je regarde mes fils, eux, puis leurs blondes, ben, des fois, ils envoient des messages vidéo à leurs amis au lieu de faire un texte. Ben, Microsoft l'a ajouté dans Teams maintenant. Vous allez le voir. Si ce n'est pas encore rendu chez vous, ça va arriver très bientôt. Vous pouvez, à côté d'un nouveau message, cliquer sur la caméra, ça démarre la caméra, t'envoie un message vidéo. Depuis un bout de temps, on avait déjà dans le mobile pouvoir envoyer un message par voix. Mais là, avec l'application client, on peut envoyer un message vidéo. Les conversations Teams, on va pouvoir y accéder directement à partir d'Outlook aussi. Fait que nos chats, à l'intérieur d'Outlook, je peux cliquer sur un bouton chat, je vais voir les chats récents, puis faire un chat ou une conversation avec un collègue directement. Dans une conversation de groupe, si vous utilisez les chats de groupe ou les conversations de groupe, ben admettons qu'il y a moi et Nico dans une conversation, puis j'utilise le A commercial Vlad, bien, ça va me demander, veux-tu ajouter Vlad dans cette conversation-là? Fait que quand tu as déjà une conversation de groupe, juste en utilisant le A commercial pour mentionner quelqu'un qui ne fait pas partie de ce groupe-là, ça va t'offrir de l'ajouter dans la conversation. Juste un commentaire par rapport à ça, j'aimerais qu'il fasse la même chose, mais pour ajouter les gens dans Teams. Quand bien souvent, quand tu ajoutes une team qui existe, la conversation, tu veux mentionner quelqu'un qui pourrait aider, mais tu ne peux pas. Et quand tu l'ajoutes,
et que l'administrateur l'a approuvé, ben, il ne sait pas pourquoi il a été ajouté, la personne. S'il pouvait ajouter ça dans les Teams, ça serait génial. Oui, mais il y a un risque avec ça. On a ce problème-là dans Planner parce qu'un administrateur, quand il assigne une tâche à quelqu'un dans Planner qui ne fait pas partie du plan, ça l'ajoute automatiquement dans le plan. Bien, comme ça l'ajoute dans le plan, ça donne accès à cette personne-là, au team, à tout le SharePoint derrière. Et ça aide au travers des processus d'approbation, etc. Je ne dis pas le contraire, mais juste qu'une fois que le processus d'approbation est résolu, que la personne sache pourquoi elle a été ajoutée dans l'équipe, qu'elle soit ajoutée et qu'elle sache pourquoi, en fait. Ouais, tu peux le proposer à Microsoft si tu veux. C'est plus vous que moi, tu sais. User voice, mon Une chose qui est demandée souvent, écoute, depuis des années qu'on donne des cours Outlook, puis on dit à la fin de la semaine, votre Outlook, votre boîte de réception devrait être vide. Puis dans Teams, bien, on a plein de conversations qui sont là. On peut-tu supprimer des conversations dans Teams? Ça s'en vient, on va pouvoir supprimer une conversation et ça va supprimer la conversation juste pour nous, pas pour le reste du monde. C'est juste dans ton affichage, la conversation n'apparaîtra pas. Des suggestions de réponses, ça commence à arriver déjà. Là, moi, je l'ai vu. Quelqu'un te pose une question puis il va te suggérer des réponses. C'est encore le Viva et l'intelligence artificielle derrière qui va aller te proposer ça. Des changements dans les affichages des canaux. Ça, je vais vous montrer. Je ne vous ai pas montré plein de diapositives, mais ça va être assez quand même cool. Parce que l'envoi de nouveaux messages, maintenant, c'est en bas. Ça va être dans le haut. On va pouvoir mettre une image, une bannière en haut dans notre canal pour pouvoir présenter le canal. Fait que si je vais rapidement, ça va ressembler à Yammer. Exactement. Déjà, le monde ne savent pas quand utiliser Yammer ou Teams. Là, ça va être la même chose. Ouais. Ils vont être exactement ça ressemble à Yammer, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est la même chose. Il tue Yammer. C'est demandé. Il y a plein de clients qui le demandent dans les formations Teams. Donc, c'est vrai parce que déjà, c'est compliqué de leur dire Teams ou Yammer, je prends lequel là. Donc, déjà, en plus, maintenant, si Teams ressemble à Yammer, on va dire bon, bah, oubliez Yammer, on passe dans Teams, c'est pareil maintenant. Vous voyez la conversation ici, là. Il n'y a plus de Yammer. Ouais, Il n'y a plus de Yammer. Yammer, c'est Teams. Avec la bannière en haut, puis les nouvelles conversations vont être dans le haut. Fait que ça, c'est une des nouveautés qui est intéressante. Excel Live, bien, on a PowerPoint Live qui est disponible. Excel Live s'en vient, donc on n'aura pas besoin d'avoir Excel sur notre poste de travail. On va pouvoir partager un chiffre Excel pendant la présentation, coéditer, travailler sur le Excel Live. Microsoft Places va nous permettre d'aller définir des environnements, définir des places, mais il va nous permettre aussi de définir dans notre calendrier. Aujourd'hui, cette semaine, je planifie ma semaine. Lundi, mercredi, jeudi, je travaille de la maison. Puis mardi et vendredi, je travaille du bureau. Et quand les gens vont regarder mon icône, ils vont savoir que ces journées-là, je travaille de la maison ou je travaille du bureau. Fait qu'on va être capable de définir des scénarios de travail selon nos emplacements. Puis des affaires qui sont peut-être cool, mais qui sont moins avancées. C'est dans le mode ensemble, dans Teams, maintenant, bien, on peut préassigner les places. Donc, tu peux placer les personnes un à côté de l'autre, si tu veux, dans la salle, dans le mode ensemble. Et les fameux avatars, là, si vous regardez, je vais arrêter ce partage-là ici. Et je vais montrer la page et vous allez voir que ça va faire un segue aussi pour la prochaine présentation parce que vous voyez qu'il y a un avatar ici avec Christophe. Et Christophe va nous parler des nouveautés côté device et côté téléphonie dans Teams. Merci Christophe avec son avatar. Avant de passer à Christophe, est-ce qu'il y a des questions sur les nouveautés? Oui, c'est passé rapidement, mais le but, c'est de vous dire ce qui s'en vient. Vous allez recevoir les liens où Microsoft explique en détail toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a des nouveautés que j'ai dit dans la liste des nouveautés Teams qui vous allument les avatars? Ben, je viens d'en parler. C'est le dernier point. C'est le dernier point. C'est le dernier point en présentant Christophe qui a son avatar qui est là. T'écoutais pas quand je parle? Donc, questions sur certaines des nouveautés? Des commentaires sur certaines des nouveautés que vous avez trouvées cool? Oui, une question. Vas-y, Marc-Claude. La Microsoft Place est prévue d'arriver quand en 2023? On a-tu une idée? La date d'arrivée. Hein? Places, ouais. Inconnu. Inconnu encore. Inconnu, hein? Okay. Bon. Je la cherchais, je ne la trouvais pas.
On n'a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. OK. C'est bon. Merci. Autre question? Donc, le Microsoft Place aussi, on va être capable de définir directement là, dans notre application, notre lieu de travail qui va être vraiment cool. Là, c'est, soit dans l'application Teams ou dans l'application mobile. Fait qu'on est capable de changer notre emplacement aussi. Sur Starbucks. Donc, d'autres questions? Des commentaires sur les nouveautés Teams? Les 7-8 nouveautés que j'ai mentionnées? Des objectifs de Places, c'est aussi pour le retour au travail. Les gens puissent se coordonner la journée qu'ils vont tous être au bureau. Oui, bien, en mode hybride aussi, pour savoir, ben, je veux planifier une réunion au bureau demain. Ben, je suis capable de voir si Benoît, Stéphanie et Julie vont être là pour pouvoir planifier la journée. Puis je vais pouvoir voir dans les calendriers aussi, voir telle journée, ben, Benoît, Stéphanie et Julie sont au bureau, ben, je planifie la réunion au bureau cette journée-là. Fait que pour le mode hybride, ça va être vraiment cool. Merci, Benoît. Très bon point. OK, ben Christophe, c'est à ton tour. Un petit 10 minutes, 15 minutes sur la téléphonie device, sur les annonces. Oui, originellement, tu m'avais dit 2-3 slides à 5-10 minutes. Donc, j'ai préparé pour ça, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me donner le rôle de présentateur? Actuellement, je ne suis pas en mesure de partager. Oui, je peux bien faire ça. Tu avais eu des meeting guides, ça. Non, mais pour éviter que tout le monde présente, ben, je n'avais pas mis tous les présentateurs encore. Fait que vas-y, c'est là. OK, parfait. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est très clair, merci. Tu dois avoir un bon micro. Il coûte cher, mon micro, effectivement. Donc, moi, je suis plutôt focusé tout ce qui est communication unifiée, donc téléphonie et vidéoconférence, un petit peu de collaboration aussi, puisque ça fait partie des différents mandats que j'ai. Une des annonces que nous-mêmes, MVP, qui sont vraiment dans ce domaine-là, on n'a pas vu venir, c'est le partenariat avec Cisco. Et donc, c'est un important changement dans le monde de la communication unifiée, du fait que habituellement on combat très fort contre Cisco chez les clients pour les remplacer la plupart du temps. Et maintenant, les clients qui sont déjà équipés avec des salles Cisco, donc les boards qui sont des all-in-one de 55 ou 75 pouces, les Cisco Room Bar, les Cisco Room Kit Pro. Donc, tout ce qui est système de vidéoconférence Cisco nouvelle génération pourrait être transformé pour être nativement supporté avec Teams. Donc, ce ne serait pas des salles Teams basées sur Windows, ce serait des salles Teams basées sur Android. Ça serait toutes ces salles-là, donc les salles de conférence et espaces collaboratifs, pourraient être transformées. C'est annoncé pour le premier semestre 2023. Il y aura aussi des appareils personnels. Cisco comme Microsoft fait aussi des casques d'écoute. Donc, tout ce qui est casque d'écoute, les 320, les 720 seraient certifiés Teams. Hier, Cisco a annoncé officiellement que les petites caméras personnelles sont maintenant certifiées. C'est pour ça que le début de la certification, l'annonce est fin octobre de cette année-là. Mais la plus grosse partie des appareils qu'on va pouvoir faire rouler en Teams, qu'on va pouvoir transformer en Teams, qui sont du manufacturier Cisco, qui est un des joueurs majeurs, surtout au Québec, là, c'est vraiment un joueur extrêmement présent dans les organisations, malgré que l'année dernière, l'utilisation de WebEx mondialement en 2021, c'était Cisco à 7% du marché. Okay, donc, ils sont un petit peu en train de se casser la gueule. Et principalement, les gros joueurs, c'est Zoom et Microsoft. Cisco annonce aussi qu'il va, je ne sais pas comment, parce qu'on a des détails, mais derrière, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, mais vous allez avoir la couche firmware Android, vous allez pouvoir flasher l'équipement, avoir une couche firmware Android avec les applications Teams habituelles qui vont rouler sur l'équipement. Et sûrement, en dessous, il y aurait une couche Cisco, parce qu'ils annoncent que vous pourriez nativement rejoindre un meeting Cisco WebEx à partir de l'appareil, pas avec le direct guest join, mais vraiment une réunion native WebEx à partir de l'appareil qui a été transformé en Teams. Et suite à votre meeting WebEx, vous allez revenir dans un mode Teams par défaut. Vous allez pouvoir gérer les appareils. Une fois qu'ils ont été flashés Teams, vous allez pouvoir les gérer dans le centre d'administration de Teams nativement et les mettre à jour, etc., prendre les logs, comme ce que vous faites déjà avec des appareils, des Microsoft Teams Room que vous pouvez déjà éventuellement avoir dans vos organisations. Donc ça, c'est une grosse annonce dans le monde de la vidéoconférence.
Il y a une annonce aussi intéressante, c'est très attendu. On a beaucoup de remarques. Je fais beaucoup de projets de vidéoconférence, surtout depuis cet été. Je dirais que la moitié de mon activité, c'est la vidéoconférence actuellement. Souvent, ça vous est demandé, on a des plaintes de dire que les gens sont à distance, ils se voient bien, ils mettent la caméra, donc ils voient bien l'aspect du visage, les réactions, etc. Mais dans les salles, dépendamment de la taille de la salle, des moyennes, des grandes salles, la caméra ne capte pas forcément très bien les visages. Okay, et le speaker tracking n'est pas vraiment apprécié parce que, éventuellement, s'il y a beaucoup de personnes qui discutent dans la salle, ça navigue beaucoup, ça peut donner le mal de mer aux personnes qui sont à distance. Donc, dans le but justement de favoriser, de faciliter le mode hybride, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible très, très prochainement. C'est vraiment imminent que ça arrive parce que nous, on l'a déjà dans le tas. C'est IntelligiFrame, c'est la capacité d'avoir des caméras qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui vont avoir la capacité d'aller chercher toutes les personnes qui sont dans la rencontre et d'offrir dans la salle de conférence, et d'offrir une galerie vidéo. Donc, vous êtes 4 dans la salle. Les participants à distance vont avoir la capacité de voir les 4 personnes dans la salle dans un flux vidéo séparé et donc d'avoir une meilleure vision des personnes qui sont, des réactions, etc., des personnes qui sont physiquement dans la salle de réunion. La caméra va aussi permettre de suivre la personne. Okay, donc, il va y avoir un tracking de l'orateur actif. Et même si elle se déplace dans la salle, vous allez toujours disposer de ces 4 vidéos actives pour les 4 personnes là dans l'animation. Vous allez toujours pouvoir suivre la personne qui éventuellement s'est déplacée dans la salle pour aller travailler sur un tableau blanc, par exemple. C'est quelque chose qui va se déclencher au travers de la console de la salle. Vous allez pouvoir activer le mode IntelligiFrame directement quand vous rejoignez le meeting Teams à partir de la salle de conférence. Dans les mois à venir, Microsoft a annoncé aussi qu'éventuellement, vous allez avoir la capacité de pouvoir étiqueter les gens qui sont dans la salle, basé sur la reconnaissance faciale. Ne me demandez pas encore comment et les problèmes de sécurité, confidentialité, etc. Mais je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là parce que je n'ai pas encore les infos. Vous allez pouvoir étiqueter le nom des personnes, ce qui va vous permettre de voir à distance, d'avoir le nom de la personne. Je pense qu'il y a ma fille qui chante. Attendez, laissez-moi une seconde, s'il vous plaît. On n'entend pas. On n'entend pas. J'ai pas osé te couper tout de suite, mais quand tu as dit tableau blanc, je dis quelle horreur, un vrai tableau blanc encore. Avec des stylos qui salissent. Et désolé, c'est le problème du direct. Il y a ma fille qui chante dans sa douche à côté. Là, je ne savais pas si vous l'entendez. On peut t'entendre. Un bon micro, on ne l'entend pas. Ouais, désolé pour ça. Et donc, vous allez pouvoir, ça va automatiquement étiqueter les personnes qui sont physiquement dans la salle là, et vous permettre de voir que c'est Serena Davis qui parle dans la salle de réunion avec laquelle vous êtes actuellement en réunion en mode hybride. Les manufacturiers qui sont annoncés, c'est Poly. Moi, j'ai le firmware en Poly actuellement, ça marche plutôt bien. Puis Logitech, Jabra et Neat, qui est un nouveau joueur très, très actif dans le monde de la vidéoconférence Microsoft. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est correct? Oui. Ça c'est quelque chose, c'est une annonce qui est, enfin, bizarrement, ça m'est demandé dans les clients. J'ai des clients, là, justement, ils m'ont retardé des projets à cause de ça. Ils veulent avoir des équipements qui font un 360, une capture vidéo 360 dans la salle. Okay, donc, Yealink serait le premier équipementier manufacturier à offrir ce type de solution, d'avoir la capacité d'avoir une caméra au milieu de la salle et d'avoir un panorama et de capturer aussi les différents visages des personnes, les séparer dans des flux vidéo différents, d'avoir aussi la capacité, comme les intelligent speakers, là, de pouvoir identifier les personnes qui sont dans la salle basées sur la reconnaissance, comment dire, la reconnaissance audio, là, excuse-moi, merci, la reconnaissance vocale qui est disponible par exemple avec des équipements comme les Sennheiser par exemple. Donc moi je fais de la Microsoft depuis 2007. C'est depuis 2007 que je travaille dans ce monde-là de communication unifiée Microsoft. L'ancêtre de tout ça, c'était les roundtables. Jean Julien doit les connaître très bien. Ouais. C'était les roundtables qui faisait un panorama 360 dans les salles. À l'époque, on n'en vendait jamais. Okay, donc là, je suis assez étonné de voir que maintenant, c'est quelque chose qui est assez largement demandé et attendu pour pouvoir équiper correctement les salles de conférence et pour pouvoir capturer efficacement, justement, toujours pareil, capturer efficacement les réactions, les attitudes des personnes qui seraient dans une salle de réunion, étant donné qu'on est vraiment dans un mode hybride très actif. Donc ça, c'est prévu pour début 2023 pour Yealink. On va voir pour les autres manufacturiers comment ils vont répondre à ce nouveau produit qui arrive sur le marché et qui ne sont pas en mesure de concurrencer pour l'instant.
Ça, Serge m'a demandé d'en prendre 2-3, là, donc j'en ai pris 5. J'aurais pu en prendre plus, là, mais je vais me limiter à ce que j'ai prévu. En téléphonie, c'est officiellement disponible. Ça a été rebaptisé aussi à l'origine. Microsoft voulait l'appeler Operator Connect Mobile. Ça a prêté confusion parce qu'il y a plusieurs déclinaisons d'Operator Connect. Il y a Operator Connect, puis Operator Connect du conférence, puis il y avait la version mobile. Donc ça a été renommé Teams Phone Mobile. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui l'offrent sur le marché actuellement. On est chanceux au Canada parce qu'on en a un, c'est Rogers, qui a été le premier à se lancer dans l'aventure. Rogers est capable de vous offrir actuellement un produit Teams Phone Mobile. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de fusionner votre cellulaire et votre client Teams. Et avec la pandémie, je le vois encore chez beaucoup d'analyses chez certains clients, là, il y a beaucoup d'organisations qui n'étaient pas prêtes à travailler en mode hybride. Ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les systèmes de téléphonie pour ça. Donc, ils ont commencé à déployer des flottes de téléphones cellulaires à leurs collaborateurs. Ils faisaient des redirections sur leur téléphone physique, ils font une redirection vers un téléphone cellulaire. Et donc, il y a ces téléphones cellulaires qui sont maintenant très, très présents dans les organisations. Et il fallait trouver un moyen justement de fusionner l'expérience entre le client Teams et le téléphone cellulaire. Donc là, ça permet d'avoir un numéro unique qui représente votre cellulaire et Teams. Si vous êtes en appel avec votre téléphone cellulaire, ça va changer la présence dans Teams. Votre messagerie vocale est unifiée. Vous avez la même cellulaire, Teams, c'est la même chose. L'historique d'appel est unifié. Donc vous avez vraiment un appareil, une fusion de votre cellulaire et de l'application Teams. Au Canada, donc TIA en Suède. Et puis prochainement, on aurait BT, Verizon, Swisscom qui pourraient arriver avec ce type d'offres identiques là, dans les différentes régions que les opérateurs sont en mesure d'offrir. Du côté Microsoft, ce n'est pas une licence additionnelle, hein, c'est vraiment un pricing que vous allez payer habituellement, c'est par utilisateur. J'ai vu les prix de Rogers, hein, vous allez payer un accès téléphonique par usager par mois. Et prochainement, dans ce qu'ils annoncent dans la feuille de route, là, ce qui me semble intéressant, c'est l'intégration SMS, hein, donc la capacité de recevoir des SMS dans Teams, quand vous êtes en Teams Phone Mobile, et la capacité de gérer plusieurs identités, numéro de téléphone avec Teams dans le cadre de l'utilisation de ce mode de connexion téléphonique là. Et attendez, il y en a une qui est... L'autre annonce que nous, intégrateurs téléphonie, on a trouvé très intéressant, c'est la capacité d'intégrer des passerelles analogiques directement à Teams, parce qu'actuellement, pour les organisations qui migrent dans une solution téléphonique entièrement cloud, ils utiliseraient du Calling Plan, ils utiliseraient de l'opérateur Connect, donc ils n'ont plus d'opérateurs qui terminent physiquement dans leur environnement. On avait des enjeux pour les ATA. On ne pouvait pas connecter tout ce qui est équipement analogique à Teams facilement dans ces types de déploiement téléphonique-là. Donc là, on va pouvoir connecter des passerelles ATA. Les passerelles ATA, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est simplement c'est un convertisseur IP analogique. On va connecter des devices analogiques à cette passerelle-là, puis la passerelle va convertir ça en IP. Et ces passerelles-là vont pouvoir communiquer directement avec les passerelles cibles de Teams. Donc, Microsoft a mis en place des passerelles SIP pour pouvoir convertir des téléphones SIP et les faire fonctionner dans un environnement Teams. Et bien, via ces passerelles SIP-là, via cette offre que Microsoft offre, hein, c'est nativement inclus. Ce n'est pas gratuit, hein, c'est inclus dans l'offre. Vous allez pouvoir connecter des ATA et puis faire interagir un téléphone analogique avec des clients Teams ou éventuellement, vous allez pouvoir faire connecter n'importe quoi, des téléphones de porte analogiques, des intercoms analogiques. En fait, tout ce qui serait analogique, on devrait être en mesure de connecter directement à Teams sans devoir installer des équipements qui font l'intermédiaire entre vos équipements on-site et puis Microsoft Teams. Donc, il y aurait ces 3 manufacturiers, AudioCodes, Cisco et Poly, qui seraient certifiés très, très prochainement. Là, on attend ça. La fonctionnalité est semi-disponible actuellement. Ça peut fonctionner dans certains tenants. Il y a déjà les guides de configuration qui sont disponibles. On a de l'AudioCode, on a du Cisco qui est intéressant pour les organisations qui ont investi. Moi, je travaille avec des organisations qui ont peut-être 100, 200, 500 ATA à récupérer. Donc, on peut récupérer des passerelles ATA Cisco, mais il faut se rapprocher de votre revendeur parce qu'il faut flasher vos ATA Cisco qui fonctionnent dans un environnement de téléphonie
Co-managers sont des ATA en mode entreprise. Ils ont un firmware SIP entreprise. Il faut les flasher en MPP, en multiplateforme. Donc, ça prend une licence, ça prend un processus de conversion. Donc, il faut le savoir. Et l'autre aussi annonce intéressante dans l'intégration de devices, d'appareils qui n'est pas Teams, c'est la capacité d'intégrer des haut-parleurs IP, des ringers, des systèmes de paging IP du manufacturier Algo. Algo, c'est un manufacturier très, très présent en Amérique du Nord, ces systèmes-là, et qui vous permettrait éventuellement, par exemple, vous êtes une usine, vous êtes des magasins ou autres, et ben vous allez pouvoir, depuis votre client Teams, avant on devait intégrer avec du direct routing, mais là, nativement, depuis votre client Teams, vous allez appeler l'extension, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, ça va être routé vers le Algo. Le Algo, il gère une zone, il va faire sonner des haut-parleurs, il va faire sonner des appareils ou autres, et ça, directement intégré sans qu'on doive venir installer quelque chose entre le Algo et votre tenant. Et donc, ça aussi, c'est une importante annonce pour les projets de téléphone. Je ne sais pas si c'est pas mal, ça couvre ce que j'avais prévu. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Christophe? Moi, j'ai une question. Vas-y. En fait, Christophe, tu as dit que tu travaillais beaucoup sur les projets, que tu avais des clients qui étaient sur le point d'arrêter pour la caméra 360 degrés. Ouais. C'est quoi leur besoin métier pour arrêter des projets pour des caméras 360? En fait, je ne comprends pas trop. Je comprends. C'est beau, mais c'est quoi le clic qu'ils font pour arrêter des projets aujourd'hui? Arrêter, le mettre en pause le temps que c'est disponible. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'exécutif, on a fait un pilote avec des salles de conférence Teams normales, avec des studios X, et l'exécutif trouvait qu'on ne voyait pas assez bien les gens qui sont dans la salle et il veut absolument qu'on ait des caméras 360. Okay, donc, c'est un besoin d'affaires qui vient de la direction. Et ça, malheureusement, quand ça vient de la direction, c'est difficile. Je comprends, je voulais juste comprendre le truc. OK, d'accord. Ouais, le besoin, c'est l'investissement. Qu'au lieu d'investir pour une salle Team aujourd'hui avec une caméra qui ne te permet pas d'avoir. Pas un besoin métier réel, c'est juste un. OK, d'accord, ça va, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. D'autres questions? Cool. Fait que si on récapitule, Microsoft nous rend la vie plus facile pour pouvoir intégrer des systèmes qu'on a déjà en place, pour pouvoir intégrer Teams avec des systèmes de téléphonie qu'on a déjà en place, c'est ça? Entre autres? Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'organisations qui migrent à la téléphonie Teams. Donc ça, avec tout ce qui est, et il y a d'autres annonces cool aussi, là, mais celles-ci, ça va nous faciliter la vie sur certains projets. OK. Cisco s'est rendu compte qu'il ne gagnait pas la guerre Webex Teams. Eh oui. OK, merci beaucoup, Christophe, c'est apprécié. Laurent, c'est à ton tour. Yes. Laurent va nous parler SharePoint, OneDrive. C'est ça, en majorité. Je vais faire des sujets plus techniques, donc j'ai pas mal de slides, mais je vais déjà retenir aux 3-4 premières, et puis si j'ai du temps après, je passerai au suivant. Donc moi, je me suis pas mal focus sur la partie sécurité et gestion. Pourquoi? Parce qu'ici au Canada, depuis, on va dire, septembre 2022 officiellement, la loi 504 pour les Européens, c'est équivalent à GDPR, qui est en rigueur maintenant ici. Beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément au courant de quoi il s'agit, comment ça se manipule, comment ça s'oriente, et quels sont les risques auxquels ils s'exposent s'ils ne sont pas compliance avec cette loi-là. Donc c'est vraiment un sujet que j'aborde très souvent avec les entreprises aujourd'hui, mes clients. Et suite à la Ignite, il y a pas mal de points qui étaient vraiment intéressants, je pense, Microsoft est pas mal écouté à ce niveau-là. Et en fait, la première déjà des fonctionnalités que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà la stratégie d'expiration des sites SharePoint. Ça paraît bidon en fait comme feature, mais je ne sais pas si certains ont déjà été exposés à ça, mais combien de scripts j'ai déjà dû faire en PowerShell qui devait, avec une job, aller chercher tous les teams, vérifier la date de création, essayer de trouver des activités, mettre des règles en place en fonction de l'URL ou du nom ou de la classification pour dire OK, il faut peut-être le supprimer, il faut faire une automatisation pour demander si le site est toujours de rigueur ou pas. Maintenant, on va arrêter ça. Ça, c'est plutôt chouette parce que c'était vraiment, on va dire, un bordel sans nom lorsqu'on devait faire plusieurs scripts pour chaque stratégie. Là, finalement, Microsoft nous met à disposition des stratégies, plusieurs, qu'on va pouvoir appliquer à un ou plusieurs sites de manière manuelle ou automatique, avec des courriels qui vont être envoyés automatiquement aussi à Owner, qui vont permettre justement de dire mon site est toujours d'actualité, laisse-le moi s'il te plaît, ou alors aussi avec, pour la partie admin, un dashboard. Donc ça va être aussi chouette parce que c'est aussi le deuxième critère qu'on nous demandait souvent.
combien de sites sont supprimés, combien de sites sont encore actifs, combien sont inactifs, combien il y a de personnes dessus. Est-ce qu'il y a encore même des owners qui sont disponibles? Enfin, des histoires que je pense que vous avez déjà pu entendre à droite et à gauche. Bah, ça va nous faciliter bien la vie. J'ai beaucoup aimé en fait cette fonctionnalité. Est-ce que c'est différent des stratégies d'expiration des groupes Microsoft 365? C'est un pont en fait entre les deux parce que justement avant on avait les groupes, donc ça supprimait le Teams et le SharePoint, mais quand tu avais un SharePoint sans Teams, bah, ça restait de côté. Et combien d'entreprises j'ai encore aujourd'hui qui ont des SharePoint, ils ne savent même pas à quoi ça sert, ils ne savent même pas s'ils sont actifs ou pas. Alors, en fait, c'est un peu la libération là parce que je fais encore de temps en temps des audits chez des clients en disant est-ce que tu as encore besoin de tous ces Teams? Alors, on extrait une liste, on refait le bilan, on va voir les owners, les utilisateurs, on fait des migrations dans tous les sens. Bah, grâce à ça, justement, ça va alimenter un peu plus la partie expiration des groupes, mes côtés purement SharePoint. Et quand tu dis courriel de renouvellement, si le owner, il n'y a qu'une personne et il n'est pas là, ça monte vers son chef ou pas du tout? Ça dépendra de la stratégie. Ils sont assez vagues là-dessus, mais a priori, ça sera vraiment genre si la personne n'a pas répondu au bout de 30 jours, là je spécule parce que c'était assez flou dans l'image là. Mais en grosso modo, il disait si la personne ne répond pas, il y a deux stratégies possibles. Soit on le supprime de facto parce que la personne finalement ne l'utilise pas, ou alors la deuxième stratégie, c'est de remonter au niveau des TI ou du manager. Et là, justement, c'est lui qui va être notifié, c'est lui qui va devoir répondre pour le owner. Donc, ce sera des stratégies qui vont être mises en place. On va voir un peu comment Microsoft va les sortir. J'attends avec hâte. Donc, ça, c'était la première fonctionnalité que j'ai trouvé vraiment cool du côté SharePoint. La deuxième, en fait, c'est pas vraiment une nouveauté en tant que telle, mais beaucoup ne l'ont pas encore vraiment exploité. Finalement, c'est de pouvoir mettre des labels de sensibilité, des étiquettes de sensibilité, pardon, directement sur une bibliothèque. Alors, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont déjà vu quand vous cliquez sur le Library Settings, vous voyez en fait Sensibility. Maintenant, sachez aussi que le label de sensibilité s'applique dès la création d'une bibliothèque. C'est important de le savoir parce que beaucoup ne savaient pas que c'était possible. Et surtout que la deuxième chose importante là-dedans, c'est que les documents, lorsque vous créez une bibliothèque, que vous appliquez une étiquette de sensibilité, les documents déjà présents ne sont pas appliqués, ne sont pas régis par cette sensibilité. C'est seulement les nouveaux documents qui vont être ensuite transférés sur la bibliothèque qui vont avoir ce label de sensibilité par défaut. Et donc, ce qui m'amène automatiquement finalement à un deuxième point qui a été mis dans une autre annonce Ignite, mais je l'ai rejoint avec celle-là et moi j'aime beaucoup, surtout du point de vue développeur, c'est en fait la possibilité avec la version bêta de Microsoft Graph de pouvoir programmatically attribuer des étiquettes à des folders ou des fichiers. Et ça, c'est vraiment cool parce que aujourd'hui, c'était quasiment pas possible si vous vouliez faire un scripting de migration ou même si vous aviez des vieux Teams et vous vouliez appliquer, c'était quelqu'un qui devait s'appliquer à la main, à la tâche, aller sélectionner tous les fichiers ou les dossiers, appliquer les étiquettes, un enfer sur Terre. Donc là, en fait, on va pouvoir, grâce à des nomenclatures ou pourquoi pas des métadonnées, faire ça de manière totalement programmée. Ça va vraiment faciliter la vie à plein de monde, je pense aussi. Bravo à l'équipe Graph. Ouais, merci. Mais ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, ça, c'est vraiment chouette. Surtout que les étiquettes de sensibilité, je le disais tantôt, avec la loi 64, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se plonger dedans, je pense. Et c'est vraiment tout un sujet. On en a un peu déjà parlé un peu vaguement avec Nicolas. Ça fait partie de la partie un peu tout ce qui est purview, avec la partie compliance et sécurité. C'est un gros morceau du côté Microsoft 365. Il n'est vraiment pas à prendre à la légère, d'autant plus qu'il va vraiment vous épargner bien des tracas. Parce que j'ai encore beaucoup de clients qui disent ouais mais la sécurité SharePoint ça fait la job, super, mais si quelqu'un partage, j'ai encore eu on va dire un feedback pas plus tard que la semaine dernière, qu'une personne a partagé le mauvais Teams de manière totalement par inadvertance, elle ne savait même pas ce qu'il faisait. Les gens ont eu accès en fait à ce Teams, mais s'il y avait eu des labels de sensibilité, que la personne ait accès au Teams ou pas, le label aurait potentiellement protégé les fichiers eux-mêmes. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Troisième chose intéressante, bon, je l'ai mis en capital, c'est la possibilité de renommer un tenant. J'ai entendu ça des millions de fois, les gens qui ont créé un tenant de dev et qui se disent oups, maintenant il est parti en prod, mais je ne peux pas le renommer. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ça s'en vient très vite. Ça s'en vient. Ouais. Très bien. Noël aussi. Ça s'en vient. C'est cette bac climatique. Ça sera un SharePoint Premium. J'ai pas vu de premium quelque part, là, j'ai rien vu de tout ça. J'ai juste vu la doc, elle est là aussi, vous avez le QR code qui va avec. Là, il y a la possibilité, il y a quand même quelques conditions à avoir, mais rien à voir avec du premium. Ils ont encore la condition d'être à 10 000 ou à 100 000 pour 10 000. ça. 10 000, c'est ça? 10 000 sites incluant SharePoint et OneDrive. Ouais,
c'est pour ça que je dis il faut vraiment voir les conditions, avec les conditions pour que ça se passe sans tracas. Là, c'est pas juste comme ça, dire on va cliquer sur un Python, on va dire hop, allez, on va changer le nom et puis ça s'en va. Non, il y a des conditions, sinon ça marche pas, ou alors ça va mettre beaucoup de temps et ça aussi il faut calculer dans les délais. Et aussi, évidemment, Microsoft pas au effort, mais tout ce qui est lien de partage, tout ce qui est favori, tout ce qui est access endpoint ou développement d'applications et tout ça, là, faut les prendre en compte avant de vouloir changer une URL parce que là, ça part vraiment dans tous les sens après. Là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Hein. C'est pas si facile. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis en avant, mais après aussi, le deuxième que j'aime beaucoup, ce qui est un peu lié avec ce qui est lié à la sécurité, notamment l'accès externe, c'est qu'ils vont ajouter aussi, bon, on le voit déjà, la possibilité à un admin SharePoint d'aller créer des rapports sur des partages externes sur l'ensemble en fait du tenant. Mais maintenant, on va bientôt pouvoir le faire aussi par site. En fait, un admin va pouvoir directement depuis l'admin central voir tous les sites et demander au propriétaire au pluriel s'il peut avoir un accès temporaire, le temps de faire un audit, un rapport sur les accès externes. Donc, il va pouvoir générer un rapport, le temps d'avoir ses accès. Il génère son rapport et automatiquement son accès est après révoqué. Et c'est ce qui va permettre justement de faire de l'audit et de la sécurité encore plus pour la partie admin, surtout quand il y a des doutes ou des suspicions qu'un de mauvais accès vers de mauvais Teams ou de mauvais SharePoint ont lieu. Voilà, je vais m'arrêter là. Si j'ai encore du temps, je peux continuer. Sinon, je laisse la parole à un autre. Et si j'ai du temps plus tard, je peux revenir sur les autres slides, comme vous voulez. Est-ce que tu veux parler de l'API de page de SharePoint dans le graphe tant que tu es dans SharePoint et des nouveautés? Je n'ai pas compris, c'est quoi? Est-ce que tu veux parler de l'API de page de SharePoint Je laisse l'honneur de PSJ. Je le montre avant, je ne l'avais pas vu passer, c'est toi qui l'as vu passer, donc je la laisse. Serge? Ouais, je prépare les slides pour Cocan. Et juste, il y a Francis Laurent. Laurent? Oui. Qui a su faire ça il y a 2 ans, le tenant rename. Mais c'était un private preview pendant. Depuis qu'on était chez Valo, en moins de 10 000 personnes, même en private preview? Ça, je ne pense pas. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Moins, pas plus, moins. Donc, tu as 2 personnes dans un tenant. Il y a 2 ans, tu pouvais faire ton rename? Ça, je ne pense pas, c'est. Un private preview, oui. Un private preview. Ouais. Mais tu étais en call avec des gars de chez Microsoft et tenais par la main. Lui, il l'a fait en PowerShell. Oui. Non, mais moi, j'ai renommé l'URL de mon tenant, là, ce qui est avant le SharePoint.com. Je l'ai changé sans problème avec une commande lettre PowerShell il y a à peu près 1 an. Puis ben, le nom du tenant, ça se fait directement dans l'admin. J'ai pu le faire aussi. Ça a été long. La commande lettre a été sortie. À chaque fois que je la roulais, ça disait ah non, c'est pas encore accessible. Puis à un moment donné, ça a passé. Donc, sans problème. Fait que moi, avant, c'était un tenant Boba, j'étais PZKFWG. J'ai pu le renommer pour francislorrain.com. Pas tant .com, francislorrain.sharepoint.com. C'est tout ça qu'on entend parce que je l'ai fait il y a plus d'1 an. Oui, mais il n'y avait pas encore d'intégration avec l'administration centrale, il n'y avait pas encore d'interface. Il y avait juste non, il n'y a pas d'interface. Mais est-ce que c'est la capacité ou c'est juste l'interface qui est arrivée dans l'administration? C'est en fait, parce que je pense qu'on en discute là, mais de notre côté, mais à mon avis aussi, je pense que c'était une partie private. J'ai pas mal de clients qui me l'ont déjà demandé. Ils ont déjà appelé Microsoft pour ça. Microsoft a dit non, on ne fait pas ça encore, veuillez attendre. Et je pense que ouais, ça devait être une private ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas de private, j'ai rien de spécial. Mais je suis targeted release, là, mais pas plus que ça. Je n'ai pas du preview. Là. Une public preview, effectivement, c'était dans les commandes lettres SharePoint Online que tu pouvais faire ça il y a 1 ou 2 ans, je pense. Ouais. Mais c'était public, c'était en prévisualisation, mais c'était public. Tu n'avais pas besoin de faire partie de quoi que ce soit. Il y avait pas mal de limitations, si je me souviens bien, en termes de taille de tenant et de. Est-ce que tu as pour les OneDrive, est-ce que tu as des localisations de. Je ne sais plus comment ils appellent ça là, mais c'est les OneDrive qui sont. Mais j'ai fait des choses récemment aujourd'hui. Et l'endroit où était ton tenant, j'imagine aussi. Ah, ça, je ne sais pas, je ne me souviens pas de ça, mais c'est vrai que ça, c'est possible. Si tu étais en Europe, tu ne pouvais pas avoir la fonctionnalité. Parce que moi, j'ai demandé à Michel, le gars qui gérait ça longtemps. Je n'ai jamais réussi à l'avoir. Je suis content pour vous, hein. Mais voilà. C'est pas fait cool, Cocan. Voilà, tout le monde sait, il y aura plus de frustrés là, ça. L'Amérique du Nord, ça fonctionne bien, je vois. Donc, on va vous laisser utiliser 2-3 trucs. À cause de GDPR, ça ne marche pas le tenant rename. Ah, c'est à moi maintenant. Oui. Tiens, je vais avoir la caméra aussi. Ah, bah oui, t'es cute. Tu me fais un bisou?
Je garde ça en privé. Voilà. Où ton enter? Ah, ben voilà. Voilà. Juste pour vous dire, Serge m'a envoyé le même email. Par contre, moi, j'ai lu mon email, pas comme Vlad. Et j'ai un petit peu rassemblé les 5 nouveautés sur la Power Platform que je trouve super excitantes, que je voulais partager avec vous. Et voici les 5. Donc, Power Pages, on va voir en détail, c'est en GA maintenant, donc on pourra pouvoir les utiliser. Du co-authoring sur Power Apps, les cartes qui viennent dans Power Apps, le maker matching avec PVA dans Power Apps, AI qui revient maintenant dans Power Automate et Managed Environments qui est aussi GA dans la Power Platform. Donc le premier, la Power Pages, c'est une nouvelle plateforme qui débarque au sein de la Power Platform où on pourrait avoir des sites externals. J'aime pas appeler ça des extranets, mais on peut considérer ça dans des usages aussi comme de l'extranet. C'est un site qu'on pourrait utiliser pour partager des données, pour partager des informations avec nos partenaires, nos fournisseurs, and so on, and so on. Juste pour votre info, moi, j'aime pas trop quand on partage cette image parce qu'elle donne l'impression que la Power Platform, elle est simple et qu'elle est trop simple. Et moi, j'adore partager en fait l'image suivante, celle qui est à droite, celle que Microsoft utilise de plus en plus, où en fait, on a une partie effectivement qui est pour du low-code ou no-code, qui est notre plateforme à nous, mais après, il y a 1 million d'autres choses qui sont en dessous, basées sur Azure, basées sur Dataverse, basées sur Cosmos DB, qui en fait sont utilisées par les développeurs pro. Microsoft, on avait compté, je crois, dans la plénière, dans 17 fois ou 18 fois, ils ont dit développeurs pro dans une plénière de Power Platform. On va peut-être mettre une autre parenthèse en premium aussi. Ça, c'est le premium, c'est Vlad qui est vraiment le pro. Donc, en gros, les Power Pages, c'est des pages qu'on va pouvoir utiliser dans la Power Platform, qui est fait pour de l'usage externe, est une évolution naturelle des Power Portails qui étaient sur la Power App. Le troisième point, je ne suis pas vraiment d'accord, mais c'est comme ça que ça a été marketé. On parle du low-code concept. C'est extrêmement compliqué si vous n'avez pas de background dans la Power Platform parce que vous allez devoir utiliser Dataverse, vous allez devoir utiliser les permissions, utiliser un max d'autres choses juste pour montrer des données. Donc, ce n'est pas vraiment du low-code. Dataverse Permissions. C'est surtout ça, hein, les permissions pour à qui dois-je montrer les données qui viennent de Dataverse. Est-ce que vous devez aussi créer des groupes qui ne sont pas des groupes à l'ordre de SharePoint ou groupe? C'est vraiment pas vraiment low-code. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça s'intègre avec Dataverse, ça s'intègre avec Power BI, Power Automate, PVA. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que comme c'est en Amérique du Nord, ben, ce n'est pas available dans le GCC. Et Microsoft vous dit clairement, si vous avez des portails en production aujourd'hui, utilisez-les, mais sachez-le que très bientôt, et il n'y a pas de date, ben, tout ça va être transitionné vers des Power Pages. Donc, il ne faut rien faire de l'autre côté. Tout ça sera fait au sein de Microsoft. Est-ce qu'il y a des incompatibilités entre les deux? Est-ce qu'il y a des incompatibilités entre Power Apps Portal et Power Pages? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Non, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'était le même affaire qui était juste l'interface Dynamics il y a longtemps? C'est ça. C'est une partie Dynamics qui reprend en portail et qui le met comme nouvelle plateforme. C'est CRM Portal, ce qui a évolué vers Power Apps Portals pour devenir ensuite. Attendez, ça va peut-être encore changer. Ça, c'est un slide que je présente normalement. Je dis quand est-ce qu'il faut utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Ben, typiquement, si votre donnée est dans Dataverse, ben, voilà, c'est un use case. Si la sécurité est un must, ben, voilà, c'est un case, etc., etc. Et ce que je dis souvent, ben, attention, comme c'est extrêmement compliqué, hein, comme Nico le disait, ben, gérer les permissions, gérer Dataverse, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Ben, ça se peut qu'un SharePoint, un Share Channel, ou même quelque chose qui est en dehors de Microsoft, comme un WordPress peut faire l'affaire aussi. Hein, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus avec un Power Page qu'on ne peut pas faire avec un site SharePoint qu'on voudrait partager avec un fournisseur? Les Power Pages aujourd'hui, hein, tu n'es pas aussi libre que dans Power Apps où tu pourras faire ce que tu veux. Dans Power Pages, tu as certains composants que tu peux rajouter, comme un texte, comme une image, comme une liste, mais ça reste là. Donc, c'est un site external pour partager de l'information. Tu peux aussi récupérer des informations, mais ça va être qu'au niveau du Dataverse. Sur les Power Apps, si tu as des connecteurs, il y en a 800 si je ne me trompe pas, tu peux aller récupérer des données de SharePoint,
les écrire dans Dataverse, après utiliser un flow pour récupérer des données d'un autre connecteur et de le montrer, ce qui ne va pas être le cas avec Power Pages. Power Apps, c'est vraiment faire de from scratch greenfield à une application. Power Pages, c'est vraiment une page avec des composants, je n'ai pas envie de dire limités, mais voilà, qui sont très scoped, on pourrait utiliser pour montrer des informations vers les fournisseurs. La différence essentielle avec SharePoint, l'authentification. L'authentification de SharePoint est by design sur Azure Active Directory, alors que Power Pages, c'est sur Dataverse. On utilise le contact table de Dataverse pour être l'authentification, l'authentication provider. Provider est fourni par le web service Azure qui est utilisé en arrière, qui est monté pour toi en arrière. Donc, ça veut dire qu'il est déconnecté de Azure Active Directory. Tu peux quand même utiliser Azure Active Directory en allant aspirer des informations, en faisant de la délégation d'authentification, mais l'authentification n'est pas uniquement comme SharePoint limitée à Azure Active Directory. Et surtout, c'est aussi pour les externes. Hein. On peut inviter qui on veut sans vraiment passer par les groupes, sans vraiment passer par Azure Active Directory. C'est vraiment plus là-dessus. Ça supporte Anonymous ou c'est des guests? Des guests. Ah non, Anonymous? Non, le PLG, j'avais vu Anonymous. Tu supportes Anonymous, toi? Oui, tu supportes Anonymous. Justement, c'était le but aussi pour certaines entreprises d'avoir un genre site web parce qu'ils ont enlevé le portal qu'on avait à l'époque, le public. Ah non, c'est vrai. Tu peux donner. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu peux donner de l'Anonymous aussi. Maintenant, je m'en rappelle, c'est vrai. Avec un système de web roles, qui, dans web roles, par défaut, tu as 3 web roles. C'est administrateur, authenticated users and anonymous. Yes. By design, c'est anonymous si tu veux. Parce que maintenant, le portal SharePoint, là, ils ont dit ça en exclusé. Du coup, il y a Pages maintenant qui va pouvoir prendre le relais pour éviter de créer un site à la WordPress. C'est vrai parce que quand j'ai fait la permission, j'avais fait Anonymous. C'est vrai. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de Microsoft, c'est vraiment d'aller chercher WordPress. C'est clairement. Deuxième point hyper intéressant pour moi, surtout que je fais beaucoup de projets dans Power Apps le jour d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir du co-authoring dans les applications métiers. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce que nous, on faisait, c'est vraiment, on créait une screen où on mettait un par un ce qu'on mettait là-dedans. Comme ça, le développeur ou le citizen developer, par la suite, savait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, le co-authoring devient disponible dans Power Apps. C'est vraiment quelque chose qui va changer, je pense, la donne au sein de Power Apps. Les cards qui viennent dans Power Apps aussi, aujourd'hui, il faut savoir, vous avez des sites comme adaptivecards.io qui vous permettent d'extraire du code JSON, de le mettre dans Flow et de le mettre dans Teams. Aujourd'hui, vous pouvez aussi commencer donc à créer vos propres cards sur Power Apps. Du drag and drop, Microsoft le market encore comme du low code, mais il faut savoir, vous pouvez aller très loin avec du PowerFX. Vous avez des connecteurs où vous pouvez aller récupérer des données de SharePoint d'ailleurs et mettre dans votre carte. Et il faut savoir, les premières releases vont être faites d'abord sur Dataverse et targeted sur Teams. C'est après dans les futures releases qu'on va d'ailleurs. Tu veux dire quelque chose? Canvas. Les Canvas. C'est limité au Canvas. Ouais. Canvas. Donc, vous allez avoir des cartes pour pouvoir les faire et utiliser dans Teams. Micromatching, quelque chose qui va aider pour, et maintenant je vais chercher le mot en français, l'adoption. Pour l'adoption, si vous avez une erreur au sein de votre application, voilà, au lieu d'ouvrir un ticket chez Microsoft, vous allez avoir un PVA, un Virtual Agent, où vous pouvez commencer à discuter avec votre PVA. Et si vous n'avez pas de réponse à votre PVA, et là il dit, je n'ai pas trouvé une réponse à ma solution, il va vous dire, est-ce que tu veux voir les gens qui travaillent dans ton organisation, qui sont experts dans la matière? Et là, vous allez avoir donc les noms qui vont apparaître dans votre organisation, où vous pouvez les contacter et dire, voilà, ici typiquement, je vais parler avec Georgia. Et là, dès que vous cliquez sur son nom, vous pouvez commencer à parler avec elle et exposer votre problème. Donc, Microsoft délègue aussi de plus en plus vers les citizen developers, les makers, les experts, au lieu d'ouvrir les tickets chez eux. Donc, le maker matching, c'est quelque chose que je trouve aussi super intéressant pour augmenter l'adoption, pour aider les gens dans votre organisation. Je redirige même vers Yammer, je cherche de l'aide. Il n'est pas engaged. Plus Yammer. Ah, mon Dieu. AI dans Power Automate, moi je suis vraiment très fan de AI, surtout quand j'ai vu sur Whiteboard, quand vous importez une image de Whiteboard, AI derrière pouvait transformer cette image dans un drawing. Quand j'ai vu qu'avec Power Apps, on pouvait transformer un dessin vers une application,
Et quand je vois maintenant dans Power Automate où je peux juste dicter ce que je veux, et là, dans l'exemple, on voit, hein, every time someone responds to a form survey, post a message, and send an email, là, vous voyez en bas que Power Automate va build, en fait, va créer le flow pour vous. Et moi, je trouve ça exceptionnel pour les gens qui sont débutants là-dedans, où ils peuvent juste dire ce qu'ils veulent faire. Et alors, Power Automate va faire, pas peut-être à 100%, mais déjà une bonne partie de ce que vous voulez faire dans le flow. Et ça a été disponible dès l'annonce, on le voit, à condition que notre environnement soit aux États-Unis. Encore une fois, aux États-Unis, l'Amérique du Nord. En Europe, on l'a malheureusement pas vu encore. Mais même Canada, on ne fonctionne pas. États-Unis. Juste le moteur. Le moteur, pour l'instant, est uniquement disponible aux US. Mais encore une fois, je trouve ça génial pour booster en fait l'adoption au sein de l'organisation. L'utilisateur lambda qui n'a aucune idée de comment commencer, juste en écrivant ce qu'elle veut faire, ben, elle pourra avoir son flow et commencer à chipoter, à l'utiliser. Je trouve ça juste génial. Techniquement, c'est génial. Ça prend une bonne gouvernance. Ah oui, ça. Et parlant de gouvernance, hein, Microsoft a aussi donc annoncé les Managed Environments pour la Power Platform. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on avait avec Vlad, quand on a été à la Power Platform à Orlando, il y avait des personnes avec, et si, corrigez-moi si je me trompe, avec des 200, 300 environnements. Parce que tout le monde peut créer un environnement, hein, tout utilisateur, tout le monde qui utilise, ben voilà, et aujourd'hui, ben voilà, on pourra enfin avoir des managed environments, on pourra limiter. Sur ton developer environment, déjà, tu peux le monter gratuitement sur ton tenant. Donc, c'est ça. Sauf que pour mettre ça à on, il faut que 100% des utilisateurs d'environnement soient licenciés. C'est un des points qui... Pas du Office 365 là-dessus. Donc, ils viennent de le tuer. Et c'est écrit en jaune aussi en haut, hein, once enabled, all users needs to have a license, c'est écrit. Hein, donc, ils le savent, c'est comme ça, c'est le premium. C'est le premium. C'est un levier, c'est un chemin de les critiques à date, c'est ça, là, ça ne lèvera pas à cause de cette condition-là. Mais les gens sont en train de se rendre compte que développer des affaires, ça coûte de l'argent. Mais c'est à ça que ça sert quand même. On ne crée pas des Power Apps juste pour le plaisir, on crée pour résoudre des problématiques d'entreprise. Ce qu'on a aujourd'hui pour le Managed Environment, ce qu'on va voir très bientôt, encore une fois, c'est des dates fictives. Mais si vous êtes donc intéressé pour les Managed Environments, hein, vous voyez ici, pour la Q4, Microsoft investit énormément d'argent pour ça. Et je vois ces derniers slides, si je n'ai pas d'autre chose, ben voilà. Je laisse la main. S'il y a des questions, Nico est là pour répondre. Si vous n'avez pas d'autres questions, je laisse la main à Serge. Merci beaucoup, Gokan. Le seul truc que j'ai trouvé super cool, je cherchais le nom, c'est qu'ils ont enfin intégré par défaut les outils qui étaient livrés gratuitement, mais qu'il fallait installer dans la plateforme Power Platform. Tout ce qui est administration centralisée et le Center of Excellence. Ouais, Center of Excellence est directement intégré maintenant aux environnements. Ça, c'est cool. J'avais compris pourquoi c'était un projet GitHub, puis c'était pas... Parce que c'était la communauté au début. Ils ont intégré ça. Encore compliqué à installer. Ils ont dit qu'ils l'amélioreraient, mais ce n'est pas livré encore, la version simplifiée. C'est encore compliqué à installer. Il y a encore des variables d'environnement encore à setter. Des questions? Ben cool. Gokan, as-tu d'autres choses à nous raconter? Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Il fait meilleur en Belgique. Chaud chez vous? Il fait très chaud. Moi, j'espérais... Des nouveautés? As-tu d'autres nouveautés que tu as entendu parler pendant le Ignite que tu voudrais partager avec nous? Des choses que... Non, j'ai juste entendu des rumeurs comme quoi Microsoft travaille sur une 2.0 sur Teams et sur une SharePoint 3.0. Ça, je peux vous le dire. Il y a un truc qui boufferait moins de mémoire? Hein? Je disais. Pour le client. Un truc sur Android. Déjà, avec les channels 2.0, je trouve que c'est génial. Ça, c'est une annonce qui est à part. Je viens d'y penser. Tu as vu Amazon, ce qu'ils ont annoncé? Je vais t'enlever. Amazon, ce qu'ils ont annoncé, dans Windows, maintenant, tu peux, grâce à Amazon, exécuter toutes les applications Android directement sur le bureau Windows 11. Ah oui, mais ça, c'est le store en fait, de Microsoft Store qui s'est intégré avec l'Amazon, qui a une partie des applications Android, il n'y a pas toutes les applications Android. Et en plus, en fait, ils se bâtissent ça sur un... Je ne sais plus s'ils utilisent des containers ou s'ils utilisent WSL derrière, mais en fait, ils bâtissent ça sur des technologies qui existent déjà en fin de compte.
Et ça te permet d'installer des applications qui sont pour Android sur ton PC Windows 11 et les utiliser comme si tu étais sur Android directement. Et là, on est venu. Ça, c'était annoncé à la build il y a. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Désolé. Mais c'est peut-être arrivé que maintenant. Peut-être qu'ils en ont parlé à l'époque, mais. Est-ce que tu veux que je parle des quelques nouveautés de développement ou... Ben oui. Vas-y, ben, on attendait voir si Gokhan avait autre chose. C'était Elon Musk, Twitter. Ben, on a peut-être quelques nouveautés de test, un petit 5 minutes sur le développement. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc ça va pas prendre beaucoup plus que 15 minutes. Sur SharePoint, si vous voulez. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Parfait. Francis, juste oublie ce que j'ai dit, c'était juste pour votre info. Juste oublie. Il y a, voilà. Ah, mais là, c'est enregistré. Non, j'ai rien dit, c'est juste. Donc, ouais, une des nouveautés qui est arrivée après un peu l'Ignite, c'est des API pour les pages SharePoint dans le graphe qui sont en prévu public en bêta, qui devraient arriver dans les jours qui viennent. Ça, c'était vraiment demandé pour les intégrateurs qui faisaient du provisionnement, de la migration, etc., pour pouvoir créer une page, la configurer, mettre des affaires dans la page, etc., plutôt que de passer par des API qui sont cachés. En parlant d'API qui sont cachés, si vous avez des personnalisations qui utilisent le service SP Home svc.ms, qui n'est pas supposé être utilisé par les tierces parties, ils vont tirer la plug dessus ce mois-ci. Donc, si vous voyez des développements custom que vous avez fait qui utilisent ce service-là, il est vraiment temps de les migrer vers les API qui sont dans le graphe parce que ça ne va plus marcher très bientôt. D'ailleurs, je ne vais pas fermer les trucs, je vous enverrai les liens dans le chat après avoir fini de terminer. Si vous ne savez pas ce que c'est le graphe, il y a un nouvel événement qui vient de démarrer qui s'appelle 30 jours pour apprendre le graphe. Et en fait, c'est plein de petits challenges pour comprendre comment le graphe fonctionne, comment on s'authentifie, à quoi on a accès, quel SDK on peut utiliser, quel type d'application on peut bâtir. Si vous voulez découvrir le graphe et qu'est-ce que c'est, je vous encourage à regarder ça et à joindre ça et à joindre les challenges qui sortent chaque jour. Ça a commencé aujourd'hui, ça va faire ça pendant tout le mois de novembre. Il y a plein de choses à apprendre. Autre annonce qui a été faite, alors là, il y a énormément de contenu. C'est quelques nouveautés à propos du graphe et des nouvelles API, notamment des nouvelles API pour Teams et pour les chats dans Teams. Et ça parle aussi beaucoup des Adaptive Cards, des nouvelles capacités qui sont sorties. Ça parle aussi beaucoup du Azure Fluid Relay et des Fluid Composants. Ça parle aussi des Teams Live Canvas, qui sont des nouveaux types d'applications qui vont apparaître dans les meetings, qui vont permettre de la collaboration en temps réel et que vous pouvez bâtir avec le Teams SDK. Notamment, il y a une nouvelle version du Teams JS SDK. Il y a une nouvelle version des Manifest Teams pour supporter ça aussi. Tout ça, c'est en privé public pour l'instant. Et il y a eu quelques nouveautés au niveau du SharePoint Framework, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a une nouvelle version de Fluent UI qui est disponible de manière générale. Et les nouvelles versions de Office.js avec Word.js, Excel.js, Outlook.js, etc., qui sont disponibles de manière générale. Et après, il parle de low-code, on en a déjà parlé, je n'en parle pas plus que ça. Il y a des nouveautés qui sont sorties pour Microsoft Data Connect et Microsoft Data for Analytics, qui vous permettent d'exporter les données, les analyser dans du Azure Synapse, Data Lake et ce genre d'affaires. Il y a notamment plus de jeux de données qui sont disponibles que ce qu'il y avait avant. Qui vous permet de mesurer l'engagement, mesurer l'activité, mesurer ce qui se passe, etc. Et puis après, c'est tout pour ce poste-là. Là, il y a un détail de ce qui est nouveau dans SharePoint Framework. Je ne passerai pas au travers parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez lire le détail, il vous parle des nouveautés qui sont sorties avec la 1.15 et des nouveautés qui s'en viennent avec la 1.16, notamment React 17, notamment Node 14, qui est supprimé parce que maintenant il supporte Node 16. Enfin, etc. C'est en bas qui est intéressant, là. Si tu scrolles un petit peu, là. Ouais. T'es déjà trop bas, là. Je vois cette partie-là où tu as le... Tu voulais parler de quoi exactement? Le ruban. Ah oui. On va pouvoir enfin avoir... Oui, effectivement, ça c'est une grosse... merci, je vais aller passer à côté. Grâce aux composants SharePoint Framework, maintenant on va pouvoir personnaliser le ruban d'action qui est à plusieurs places dans SharePoint. On pouvait déjà faire les webparts, faire des extensions qui sont en haut et en bas, personnaliser le menu de navigation. J'oublie un autre truc. On peut faire aussi des intégrations dans Teams, des tables dans Teams avec SPFX. Maintenant, on a aussi la possibilité de personnaliser les formulaires de liste. Et maintenant, on a la possibilité de personnaliser en preview les actions qui sont disponibles à plusieurs places dans SharePoint. Donc, ça permet vraiment d'avoir accès à toute la surface dans SharePoint.
En parlant de SharePoint, ils sont en train de déployer des mécanismes supplémentaires pour éviter d'être, je n'ai pas envie de dire étranglé, c'est d'être ralenti, d'être, je ne sais pas comment dire en français, throttling, en grosso modo. L'idée, c'est que jusqu'à présent, le graphe vous permettait juste de dire tu vas trop vite, ralenti tout de suite, et il arrêtait, il vous répondait avec des messages d'erreur. Là, avec ces nouveaux en-têtes de réponse, c'est difficile de faire tout ça en français. C'est avec ces nouveaux en-têtes de réponse, vous allez pouvoir savoir d'avance que vous vous approchez à la limite et pouvoir ralentir avant d'atteindre la limite pour que vos appels ne soient pas arrêtés directement, pour que vous puissiez gérer la charge que vous envoyez au graphe et à SharePoint spécifiquement et pas atteindre cette limite. Donc ça, il y a tout un détail technique de qu'est-ce que c'est les nouveaux headers, comment les utiliser, quels sont les bénéfices, etc. Il y a aussi des nouvelles API qui sont disponibles pour Planner et notamment enfin des permissions applicatives que on demandait depuis des années et des années et des années, qui permettent d'avoir un agent en background qui vienne dire ah, bah, on a un nouveau client, on démarre un nouveau projet client, je vais provisionner tout un tas de nouvelles tâches, les assigner automatiquement aux gens pour qu'ils aillent parler aux clients, récolter les besoins, je ne sais pas, faire plein d'affaires là. Mais avant, vu qu'on n'avait pas les permissions applicatives, il fallait utiliser le compte de l'utilisateur pour arriver à faire ce genre de scénario. Maintenant, avec les permissions applicatives, on est capable d'avoir un agent autonome qui provisionne tout ça et qui fait sans qu'il y ait d'intervention humaine. En parlant de Teams, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a des nouvelles API qui sont sorties pour aller lister les messages, voir ce qui est lu, pas lu, gérer les notifications, cacher les choses, etc. Et aussi des nouvelles permissions qui sont sorties. Il y a tout un détail qui est expliqué là. Et la dernière chose dont je vais parler, parce que je sais qu'après, il faut qu'on y aille, c'est pas ça du tout, c'est ça. Il y a aussi une nouvelle version du Microsoft Graph Toolkit qui sont des composants déjà préutilisés, qui ont l'air des produits Microsoft, qui sont plugués aux données dans le graphe, que vous pouvez utiliser dans vos applications directement, qui est sorti il y a 4 jours, donc plus ou moins dans le temps de l'Ignite. Et c'est pas mal ça, les nouveautés de développeurs. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés de développeurs à l'Ignite, parce que Microsoft s'oriente vraiment vers 2 temps différents. Tout ce qui est temps de productivité, collaboration, communication, etc. Donc tout ça, c'est l'Ignite qu'on vient d'avoir. Et après, pour tout ce qui est vraiment outils de développement, bâtir des solutions personnalisées, en tant que pro-développeur, pas en tant que low-code, citizen développeur, ni quoi que ce soit, ça, c'est vraiment la build. Donc on s'attend à avoir beaucoup plus de nouveautés d'annoncer à la build pour les développeurs que ce que j'ai présenté maintenant. Et c'est ça pour moi. Pour les devs pro, moi j'ai trouvé cool, une des features que j'ai trouvé cool, c'était l'intégration de plus en plus de Visual Studio Code dans tout ce qui est Power Apps. Ouais. Donc tu as un low code et quand tu le veux, tu as un bouton qui te permet d'aller dans le Visual Studio Code et d'agir directement sur l'élément sur lequel tu es en train de travailler. Ça, je trouve ça super cool. Même sur Flow, tu peux faire ça. C'est génial. C'est génial. Fait que si t'es dev comme Vincent, t'es juste un dev. Mais si t'es un dev Power Platform, t'es un dev Flow. C'est ça? Non, mais je trouvais ça cool. Benoît, tu avais une question? Oui, il n'y avait pas une question. C'est une autre série d'annonces qui était faite parallèlement au Ignite parce que l'équipe n'était pas là étrangement. C'est tout ce qui est autour de Stream. Le nouveau Stream sur SharePoint là, qui ont lancé l'outil de migration en preview. Donc, on peut déjà le tester, faire des analyses. Et ça va avoir beaucoup d'impact sur le monde SharePoint. Là, la façon de gérer les vidéos, les choses qu'on doit mettre en place. Là. Tout le matériel qui est sorti. Un super bon point. Fait qu'il faut planifier la migration en stream. Si vous avez plein de vidéos dans l'ancien stream, planifier, faire les tests. De migration ne marche pas. Il y a plein de users qui ont déjà envoyé, ça ne marche pas. J'ai fait plusieurs reprises, ça n'a pas marché encore la semaine dernière. Ben, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on teste avant que le deadline arrive et tirer la switch. C'est vrai que la partie vidéo, ça devient un support pour tellement de services qu'il est hyper majeur, ce service-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions de dev, mais sinon, c'était toutes les nouveautés de dev. Cool. J'ai mis tous les liens des posts dans le chat. Donc, si après tu veux récupérer Serge pour les partager plus tard. On va les récupérer, on va partager sur le Meetup. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Merci à tout le monde qui était là. Je pourrais faire le tour de la caméra, là, mais on a du monde en présentiel ici. Voyez-moi sur parole, il y a du monde ici. Vincent, il y a sa caméra là-bas. Il vaut mieux devant le écran. Il y a du monde ici.
Donc, le mois prochain, notre présentateur, il est encore là? Francis, est-ce que tu veux faire une petite annonce sur ta présentation? Oui, est-ce que vous me voyez? Oui, très bien. Donc, en fait, c'est juste un retour d'expérience de terrain, donc dans une compagnie de construction où il y a beaucoup de projets et beaucoup de sous-traitants. Donc, c'est parti pour être un très beau projet parce qu'il y avait beaucoup de documents générés automatiquement avec des métadonnées et tout ça. Donc, je construis quand même quelque chose qui aurait dû être un très gros gain de productivité, puis qu'une fois qu'on a mis en place, on a été ralenti par plusieurs limitations de base, dont la fameuse édition de PDF. Donc, ce que je veux faire, c'est un peu comme des gloires et des misères d'une implantation de Microsoft 365 dans une organisation. Donc, ça va être le sujet de ma conférence le mois prochain. On n'en a pas parlé, mais dans toutes les annonces syntaxe qu'il y a eu, là, il y a justement des éléments comme ça pour générer des documents sauvegardés en PDF qui ont amélioré. Là. Sur la partie syntaxe, j'ai regardé du côté de AI Builder. Et sur Power Apps, c'est la fonction PDF. Ouais. Avec Power Apps, on peut générer des PDF, c'est une nouvelle fonction. Écoutez, on a dit plein d'annonces. Il y avait 902 sessions au Ignite. C'est impossible de faire le tour de tout. On va vous partager le maximum de liens que les présentations. L'enregistrement est là. Je comprends que ça a peut-être été rapide, mais vous allez avoir accès à la vidéo aussi. Donc, vous allez pouvoir regarder, prendre des notes, puis aller fouiller un peu plus loin. Si vous avez des questions, posez vos questions sur Meetup. Ça va nous faire plaisir. Et en espérant vous voir le mois prochain, puis que vous allez être ici en présentiel, c'est fun de se voir. Là, on s'en va faire un petit SharePoint probablement. Fait que, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Salut! Merci.